quand on lit les tweets des Israéliens qui vivent en Israël, mais ils disent tous, mais pourquoi vous avez fait cette guerre? Moi, évidemment, je fais ma revue de presse, je les lis tous les jours. On constate que les Israéliens qui vivent à Miami disent pas la même chose que les Israéliens qui vivent à Tel Aviv. Eux, ils disent, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? La bourse s'est effondrée, on a vécu dans les abris, on dort plus depuis plusieurs semaines, etc. Pourquoi vous avez fait ça? Si demain, l'Afrique peut être vraiment l'avenir du monde avec la jeunesse et tout, est-ce que l'Afrique pourra s'en sortir sans les organisations comme FMI, etc. Je vois pas de moment où le FMI a apporté quelque chose de bien à l'Afrique sur le long terme. Le duo Diomaye Sonko, ils sont petites, surtout Ousmane Sonko, altercation avec le FMI parce que lui, ses mots sont un peu durs à chaque fois qu'il sort ce qu'il dit, voilà. Donc par rapport à FMI. Et ce qui fait que depuis l'arrivée de ce régime, FMI n'a pas encore injecté de l'argent dans le pays. Et les gens souvent disent que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui l'économie est en ralenti. Donc est-ce que ça peut être une cause, voilà, que l'économie ne marche plus au Sénégal? Est-ce que Taïwan, quand il se lève le matin, il se dit « Ah, ça serait bien d'avoir 30 milliards du FMI ». Si un gouvernement taïwanais disait à la population, faisait devant un micro une annonce, mes chers compatriotes, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons avoir un prêt de 30 milliards de FMI. Il serait viré. Il serait viré le lendemain, il serait viré. Ici, on applaudit ceux qui ont pu. Donc l'Afrique, c'est le pays qui a le pouvoir d'adopter une nouvelle culture qui sera la sienne. De se fixer une nouvelle culture le plus rapidement possible. Parce que plus un pays est jeune démographiquement, plus sa culture est plastique, modifiable. Alors Idriss, si on vous donne 1000 jeunes africains, quelles seront les 3 compétences prioritaires qu'il va falloir les transmettre? Ok, Amadou Seck. Justin, c'est toujours un plaisir, mais aujourd'hui je pense que les internautes plat vont être très servis, voilà. Le plat du jour, c'est un plat très très préparé. Je sais pas, quel est le nom, mais en tout cas, ça va être du lourd. On dit tous les jours, nous sommes les ennemis de l'ignorance. Et je pense qu'aujourd'hui, on a le père de l'ennemi de l'ignorance. Le grand-père, l'arrière-grand-père de l'ennemi de l'ignorance. Donc, apprêtez-vous à combattre ce que nous allons voir tout à l'heure. C'est vraiment, vous allez combattre votre ignorance. C'est exceptionnel. Nous recevons aujourd'hui le grand Idriss Aberkan. Le grand Idriss Aberkan dans ce podcast, le menu du jour. Exactement. La semaine passée, je pense qu'on a essayé, avec nos maigres moyens, de parlé un peu de ces livres déjà. On vous a donné un peu, on vous a introduit ces livres. On dit que voilà, ça arrive, mais là, c'est arrivé. Exactement, exactement. En tout cas, c'est un grand plaisir, Idriss. On vous dit bienvenue au Sénégal déjà. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans nos différentes communautés. Voilà, on partage, voilà. Essayez de vous suivre vos pas, essayez de partager ce qu'on a appris à travers vos bouquins, à travers vos conférences un peu partout. Et c'est quelque chose qui nous ont vraiment servi dans notre quête de lumière, de connaissances. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une dette pour nous de parler tout le temps de Idriss Aberkan. Et je pense que la communauté aussi, ils vont apprendre beaucoup de choses. On a aussi pas mal de questions. On n'a pas encore les réponses. Il y a des questions qui nous sont venues parce que c'est juste ce matin quand j'ai publié que vous êtes à Dakar et qu'il y a une émission qui se prépare. On a reçu déjà beaucoup de questions. Mais nous-mêmes, personnellement, nous avons beaucoup de questions, des interrogations que nous allons vraiment à la lumière. On a lu beaucoup de vos livres. Presque tous vos livres sont... J'aime beaucoup les voir dans cet état, moi. Quand on me les amène en dédicace et qu'ils sont comme ça, en général, c'est bon signe, quoi. Celui-là, en plus, il a été traduit en 9 langues. Donc, il a été traduit en chinois, en japonais, en russe. Il y a des types au fin fond de la Sibérie qui m'ont écrit. Ils avaient créé des groupes de lecture pour le lire parce qu'ils font des clubs de systéma, vous savez, l'art martial russe. Donc, j'aime bien quand on le montre comme ça. Ça veut dire qu'il a servi, quoi. Et même le contenu, c'est griffonné à l'intérieur, c'est écrit. Donc, j'adore. Mais ça me montre que je suis en retard parce que je rends mes livres en retard. Et là, ça fait... il faut que je prépare le prochain. Beaucoup de livres qu'on m'a demandé. Donc, oui, ça me donne la pression pour préparer les suivants. Merci. En tout cas, on ne va pas vous demander
C'est-à-dire que Idriss, présente-toi parce que c'est que tout le monde vous connaît. On n'est pas là pour mais vous si présenter. Vous devez vous présenter avec les Africains, quelle manière? Voilà, moi en fait, au départ, j'étais consultant, donc j'ai été formé comme chercheur, d'accord. C'est pour ça que j'ai fait des doctorats, etc. Je viens d'une famille où les gens faisaient des études et étaient chercheurs. Et puis je suis parti dans le privé. Alors j'ai été consultant pour plein d'entreprises, PwC, KPMG, Deloitte, etc. Deloitte, je les ai fait récemment, c'était un peu ma collection, quoi. J'ai été dans la Silicon Valley pendant plusieurs années et ensuite il y a un concours de circonstances qui a fait que j'ai fait une conférence sur le biomimétisme, donc comment on s'inspire du vivant pour innover, comment on peut copier certains organismes pour innover, par exemple pour dessaler l'eau, par exemple le baobab aussi c'est très intéressant comme modèle pour faire monter l'eau dans les châteaux d'eau. Et cette conférence elle est devenue virale. À l'époque c'était encore Facebook et elle a fait plus de 20 millions de vues. Et du coup, tout le monde m'a demandé de faire des confs, etc. Et c'est comme ça que j'ai été amené à faire les livres et qu'on m'a demandé de faire des bouquins. Donc, Robert Laffont m'a contacté. Et puis voilà, les choses sont venues comme ça. Maintenant, j'ai une chaîne YouTube avec 1 270 000 abonnés. Sur les réseaux, maintenant, je suis complètement autonome. Mais avant, je travaillais notamment pour le magazine Le Point en France. Donc voilà, j'ai eu plusieurs jobs. Et honnêtement, je préfère l'indépendance aujourd'hui. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, nous n'avons pas du tout prévu te présenter, mais de la manière dont tu commences à te présenter, il va falloir qu'on te pose des questions déjà sur votre présentation. Idrissa Berkane, vos 3 doctorats ont fait trop polémique. Vous avez fait 3 doctorats avant 30 ans. Ouais, et ça fait polémique. 19 ans, mais ça m'a pris 7 ans. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça fait maintenant 10 ans que tous mes diplômes sont publiés sur mon site. Aucun n'a pu être ni discuté, ni retiré, ni quoi. Ils sont toujours là, mais la polémique est très intéressante parce que maintenant, on est en 2026, bientôt 2027. Et malheureusement, ce que l'on voit, c'est que les diplômes, aussi bien en France qu'ailleurs, sont en train de perdre de leur valeur. Par exemple, les Chinois ont créé un système qui est très intelligent, où ils disent, en fait, vous pouvez obtenir un doctorat maintenant si vous déposez des brevets. Donc, ils ont complètement réformé le doctorat. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, les gens peuvent écrire une thèse. En fait, même Claude, là, le dernier modèle de Claude qui est sorti avant-hier, il peut complètement écrire une thèse de doctorat. Mais complètement, sans problème. Et qui sera pas juste superficielle, qui sera pas de nature à impressionner un jury superficiellement. Non, qui fera une contribution réelle à l'état de l'art, à l'état de la connaissance. Aujourd'hui, Claude, leur modèle qui s'appelle Mythos, en plus, peut sortir une thèse de doctorat du niveau au-dessus de 90% des doctorants. Donc, on a un vrai problème avec l'éducation aujourd'hui. C'est exactement ce que je disais dans Libérer votre cerveau, parce que la raison pour laquelle j'avais été attaqué, justement, c'est qu'en fait, j'attaquais le système éducatif. Donc, quand on attaque un système, il se défend. C'est tout à fait normal. Je m'y attendais et c'était prévisible. Donc, moi, je me suis contenté de publier tous mes diplômes sur mon site avec toutes les photocopies. Et après, les gens polémiques, s'ils veulent, ça, c'est leur nature, ça les regarde. Mais malheureusement, 10 ans plus tard, tout ce que j'ai écrit là-dedans était vrai. C'est pour ça qu'il continue à être réédité. Et mon dernier bouquin était sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut complètement revoir l'éducation. On n'a pas le choix. Parce que ça fait partie des questions déjà, ça va venir. Tout ce à quoi on attribuait de l'importance, les IA peuvent le faire mieux que nous. Alors il faut vraiment, aujourd'hui, se reposer la question de ce qui est vraiment nous, ce qui est vraiment humain. C'est là-dessus que l'école doit investir. Et les vraies vertus humaines que les IA n'arrivent pas à répliquer, il y en a encore aujourd'hui. C'est là-dessus que l'école doit investir. Mais la raison pour laquelle autant d'essayistes, je pensais à Laurent Alexandre par exemple, disent « Ah ben regardez, l'humain ne sert plus à rien », mais c'est pas le seul. Enfin, Harari a dit la même chose. Mais c'est parce qu'en fait, tous ces gens-là pensent que l'humain se réduit à ce que l'éducation valorisait dans les 100 dernières années. Et tout ce que l'éducation valorisait dans les 100 dernières années, l'IA peut le faire bien mieux que nous. Donc, on a 2 catégories de personnes. Ceux qui disent, du coup, l'humain sert à rien, il va falloir les distraire, faire de l'entertainment, etc. Et les autres qui disent, non, il va falloir retrouver ce que l'humain a vraiment d'humain, qui n'est pas réplicable par la machine. C'est ça qu'on doit chercher et c'est là-dessus qu'on doit centrer notre modèle éducatif. Mais pour l'instant, le modèle éducatif est complètement perdu. Complètement perdu. Enfin, on le voit aussi bien d'ailleurs chez les recruteurs de la Silicon Valley que aujourd'hui dans les pays des BRICS. On a une crise. Parce que tout ce qui définissait un bon élève, les derniers modèles d'IA peuvent le réaliser. Les points de QI, le Claude Mythos a un QI qui est mesurable, qui est très élevé. Les notes, dans des examens, par exemple les Olympiades mathématiques. Les Olympiades mathématiques, Claude Mythos explose tout le monde. Donc, vraiment, tout ce que l'école valorisait, déterminait comme voilà un bon élève, voilà l'exemple à suivre,
aujourd'hui des modèles qui sont fabriqués par des grands groupes industriels comme Anthropic ou comme OpenAI ou comme xAI le font mieux qu'un élève. Donc vraiment, c'est ce que j'avais exactement décrit dans ce bouquin. J'avais dit à un moment donné, une des phrases qu'on m'a beaucoup, pour laquelle on m'a beaucoup loué, mais qui m'a valu beaucoup d'ennemis, c'était de dire la vie réelle est à la vie notée ce que le cheval réel est au cheval de bois. D'accord ? Donc il y a un cheval de bois, ça ressemble à un cheval, mais c'est pas un vrai cheval. La vie notée, les notes qu'on a, c'est l'équivalent d'un cheval de bois. Ça peut apprendre des choses. On peut apprendre à monter à cheval sur un cheval de bois. Il y a des choses qu'on peut apprendre, mais ça remplacera jamais la vraie expérience, quoi. La vie réelle est supérieure à la vie notée. J'ai juste dit ça dans ce livre, au fond. J'ai juste dit la vie réelle est supérieure à la vie notée. Et on a plein d'exemples qui démontrent ça dans l'histoire humaine. Et malheureusement, on voit aujourd'hui que la vie notée, les IA la battent. Donc, il faut revenir à la vie réelle. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur le système éducatif africain? Vous êtes en Afrique? Alors, ça va venir parce que là, ça commence très, très bien. C'était juste la présentation d'Idriss déjà, mais on sent que là, le décor est planté. Alors, avant d'entrer même dans le vif du sujet, je pense qu'on va refaire un peu l'actualité parce qu'on vous suit de très, très près. Pour comprendre le monde, il faut suivre la chaîne d'Idriss Aberkane parce que là, tous les soirs, voilà, à chaque événement qui se passe dans le monde, si Idriss n'a pas encore fait son analyse, les gens y attendent d'abord. Là, je suis en retard en plus, comme je voyage. Donc oui, volontiers, posez-moi toutes les questions. Donc sur l'actualité, je ne sais pas, 5-10 minutes sec. Oui, c'est question d'actualité. Actuellement, ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Moi, je veux savoir, vous l'avez dit sur beaucoup de conférences, si la guerre coûte très cher. Et aujourd'hui, qui est le perdant, le gagnant entre Israël et les États-Unis? Moi, j'étais à Dubaï entre décembre jusqu'au mois de mars. J'ai fait 4 mois et je vois la même manière que moi, je suis venu, la conférence m'a motivé, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de partir. Dubaï, les pays du Moyen-Orient qui sont en train aussi de perdre dans ce sens tout ce qui est les investisseurs, les pays qui vivent avec le tourisme, etc., qui est en train de payer des pots cassés quelque part, je peux dire, qui ne leur concernent pas. Quelle est votre lecture, vous, en tant qu'expert dans ce domaine aujourd'hui? Être allié des États-Unis, il y a des billets, il y a première classe, deuxième classe, troisième classe. Ah oui. Et vraiment, les alliés des États-Unis l'ont vu. Par exemple, ça veut dire quoi, première classe, deuxième classe? Je vais vous expliquer. Le Japon, normalement, il devrait voyager en première classe. C'est un pays riche, ils ont quand même un niveau d'innovation très important. Quand ils viennent voir Donald Trump, quand la chef du gouvernement vient voir Donald Trump à la Maison-Blanche, Donald Trump, elle lui dit « Ah, j'ai vu votre fils, il est très beau, je vois de qui il tient sa beauté. » C'est très sympa, hein, c'est gentil, c'est bien, elle est bien élevée. Et lui, il répond « On ne vous a pas prévenu pour l'attaque sur l'Iran, mais vous ne nous avez pas prévenu non plus pour Pearl Harbor. » Bon, ça, c'est la troisième classe. Ça, c'est l'humiliation. Ça, c'est bon. La première classe, c'est est-ce que Trump aurait dit ça à Benjamin Netanyahu? Est-ce que Trump aurait dit, vous ne nous avez pas prévenu, vous savez, quand vous avez mitraillé le USS Liberty en 1967 et qu'il y a eu des morts, vous n'avez pas fait ça? Et jamais Trump aurait fait ça. Jamais Trump, si Netanyahu avait été à la Maison-Blanche, je doute qu'il y retourne jamais, mais ça, c'est une opinion personnelle, je ne vais pas l'élaborer. Si Netanyahou avait été reçu à la Maison-Blanche, jamais Trump lui aurait dit « Mais au fait, pour le USS Liberty en 1967, quand vous avez mitraillé nos soldats alors qu'on s'était identifié comme un bateau américain, vous ne nous avez pas prévenus. » Bon, il y a des alliés des États-Unis à qui Trump ne dira jamais ça. Enfin, pas que Trump, ça peut être Biden, qui on veut. Même Obama. Bon. Obama est quand même moins taré avec les Japonais, par exemple. Il n'aura jamais dit le coup de Pearl Harbor. Donc, il y a des alliés en troisième classe, en deuxième classe, en première classe. Alors, les alliés en troisième ou deuxième classe, c'est aussi la Corée. La Corée, les Américains avaient installé des missiles, les THAAD, les systèmes THAAD, intercepteurs de missiles. Ça avait été un incident diplomatique majeur avec la Chine. Ça avait fait perdre des dizaines de milliards de dollars à la Corée parce que la Chine avait créé un embargo. Notamment, la Chine avait boycotté certains grands groupes coréens comme le Lotte Group, qui fait des hôtels, assurances, etc. Parce que ces systèmes antimissiles avaient été déployés. Les Américains les ont enlevés. Quand Israël a été menacé par l'Iran, les Américains sont allés récupérer ces systèmes antimissiles de la Corée, ils les ont enlevés sans rien leur dire. Ils ont dit bonjour, on les enlève, et ils les ont redéployés en Israël. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a des alliés de première classe et des alliés de deuxième classe. Bon, ça se savait, mais là, c'est devenu complètement officiel. Les Émirats Arabes Unis, pour répondre à votre question, Dubaï, etc., c'est des alliés de deuxième classe. Trump ne va pas mourir pour eux. Trump ne va pas envoyer des soldats pour les défendre. Par exemple, le Qatar. Le Qatar s'est fait détruire une centrale qui leur avait coûté 23 milliards et qui était amortie qu'à hauteur de 3 milliards. Donc, ils ont perdu 20 milliards en dollars. 20 milliards de dollars perdus à cause des frappes iraniennes.
Mais ils avaient offert un avion à 400 millions à Donald Trump. Netanyahou, il n'a pas offert un avion à 400 millions à Donald Trump. Netanyahou, il a offert un beeper en or à Donald Trump. Donc Netanyahou, il offre un beeper en or à Donald Trump et il a toute la protection. Et les Qataris, ils offrent un avion à 400 millions et tout le monde se moque d'eux. Et ils perdent des milliards. Ils ont perdu l'équivalent de 6 ou 7 fois le PSG en une seule frappe. Wow. Les Émirats Arabes Unis. Alors, dans les Émirats Arabes Unis, il y avait les gens intelligents et les gens un peu bêtes. Bon, les gens intelligents, c'est Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est là qu'il y a les universités, c'est là qu'il y a le Louvre. On dit souvent, Dubaï, c'est Miami, Abu Dhabi, c'est Washington. C'est pas tout à fait faux. Abu Dhabi, c'est là où il y a les gens vraiment qui réfléchissent. C'est là qu'il y a Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, qui est un des plus grands fonds d'investissement au monde. Alors que Dubaï, bon, il faut rappeler qu'ils étaient ruinés. Hein. À chaque fois, ils ont été à 2 doigts de la ruine. Et il y a ce qu'on appelle le Skyscraper Index, c'est-à-dire que quand on crée des tours de grande hauteur, très souvent, il y a une crise après. Parce que quand on érige une tour de grande hauteur, ça prouve souvent qu'il y a une expansion du crédit, que les banques prêtent beaucoup. Et quand l'expansion du crédit est trop importante, on sait qu'une crise est inévitable. Par exemple, quand il y a eu l'Empire State Building, il y a eu la crise de 1929. Quand il y a eu les tours de Kuala Lumpur, il y a eu la crise asiatique de 97. À chaque fois, quand il y a eu les tours du World Trade Center dans les années 70, il y avait une crise économique juste après. Donc, à chaque fois qu'on inaugure des tours de grande hauteur, on a très rapidement une crise économique. La Burj Khalifa, il y a eu une crise économique juste après, et en plus, après, ils ont encore eu le Covid. Il faut se rappeler qu'elle s'appelle Burj Khalifa parce que, justement, c'est la famille Khalifa, les Émirats d'Abu Dhabi, qui ont refinancé Dubaï. Donc, au début, elle s'appelait la Burj Dubaï. Et puis ensuite, l'Émirat de Dubaï a imploré à l'aide l'Émirat qui gère bien son argent, à savoir Abu Dhabi, qui ne s'amuse pas à construire des tours de très grande hauteur, mais qui investit très bien à l'étranger, qui a un plan d'investissement très intelligent. Et du coup, en son honneur, ils ont rebaptisé la tour Burj Khalifa pour dire merci de nous avoir sauvés. Donc Dubaï, ça a toujours été leur vrai problème. À côté, on a l'opposé de Dubaï, c'est Oman et Mascate. Eux, ils font pas de tours, ils ramènent pas des influenceuses siliconées, etc. Eux, ils gardent leur tradition et ils viennent de gagner la guerre sans tirer un coup de feu. Parce que l'Iran a dit, si on fait la paix, c'est pas encore fait, hein, mais si on fait la paix, on partagera les revenus du détroit d'Ormuz avec eux. Pas avec Abu Dhabi, pas avec Dubaï, certainement pas avec Doha. On partagera avec Oman et Mascate. Donc, quand les bateaux passent, l'Iran va facturer en bitcoin, ils viennent de le dire. L'Iran veut aussi prélever un pourcentage du volume de pétrole et facturer 2 millions de dollars pour chaque bateau qui passe. À partir de là, ils disent on va partager ça avec Oman. Oman n'a reçu aucun missile. Oman n'est pas du tout un allié des États-Unis à la hauteur des Émirats Arabes Unis. Et Oman a gagné cette guerre sans tirer un coup de feu. Donc là, on voit que tous les alliés des États-Unis sont en train de se poser des questions, de se dire mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert, par exemple, la Corée du Sud ? Ils savent que la seule raison pour eux d'être alliés avec les États-Unis, c'est la menace de la Corée du Nord. Bon, ils sont allés rencontrer Kim Jong-un directement. Et ils ont commencé à entamer des négociations avec lui directement, sans passer par les États-Unis. C'est pas Washington qui a fait la médiation. C'est eux directement. Ils se sont dit, attends, on a bien vu combien ça nous coûte. Alors on va arrêter maintenant et on va essayer d'aller vers la réunification ensemble. Donc voilà tout ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. C'est que les alliés des États-Unis, ils se disent, mais à quoi ça sert d'être votre allié ? Parce qu'il y a un seul allié à qui vous donnez tout, c'est Israël. Mais les autres, vous les trahissez, vous les mettez dans l'embarras, vous les humiliez, parfois, alors qu'ils vous ont donné de l'argent, et parfois même vous les ruinez. Le Qatar n'est pas ruiné, mais le Qatar a vraiment perdu énormément d'argent. En fait, c'est même la plus grosse perte sèche de toute l'histoire du Qatar, alors qu'ils ont donné un avion de 400 millions à Donald Trump. Et alors, je ne parle même pas du fait que Donald Trump a dit le prince héritier d'Arabie Saoudite peut me lécher le cul. Même pas, il peut, il doit. Ouais. Il doit me lécher le cul. Donc, mais le prince héritier d'Arabie Saoudite, il a mis des milliers de milliards. Il voulait investir plus de 1000 milliards de dollars dans l'économie américaine. Netanyahou, il n'a pas investi 1000 milliards de dollars dans l'économie américaine. C'est l'économie américaine qui nourrit son pays. Donc, on a d'un côté quelqu'un à qui, littéralement, on voit Donald Trump tirer la chaise. On a un sommet diplomatique. Netanyahou arrive à la Maison-Blanche. C'était il y a plus d'1 an. Trump lui tire la chaise, comme ça, très bien. Il n'a pas donné un centime aux États-Unis, ce mec. Et Mohamed Ben Salman, qui s'était engagé sur 1000 milliards de dollars, tout ce qu'il reçoit en échange, c'est « tu peux m'embrasser le cul ». Bon, les alliés, ils prennent note. Ils retiennent, et à bout d'un moment, voilà, donc c'est ce qu'on est en train de... Mais il y a des personnes comme moi qui posent une seule question. Qu'est-ce que les États-Unis gagnent sur leur alliance avec Israël pour arriver à cette... si on demande à Tucker Carlson, la réponse c'est rien. Si on demande à Joe Rogan, la réponse c'est rien. Si on demande à Candace Owen, la réponse c'est rien. Si on demande à Nick Fuentes, qui est très extrême, mais bon, là la réponse c'est rien. Si on demande à Alex Jones, la réponse c'est rien. Si on demande à
Megyn Kelly ou tout un tas d'autres politiciens, la réponse c'est rien. Si on demande à Joe Kent, la réponse c'est rien. Donc je vais avoir tendance à avoir la même réponse qu'eux pour l'instant, rien. À une époque, ça pouvait se discuter. Maintenant, pour l'instant, il est très très clair que la guerre en Iran, c'est Joe Kent qui l'a dit, et lui c'était quand même le spécialiste, il a dit mais il n'y avait aucun intérêt à faire cette guerre, sauf pour Netanyahou. Et le pire c'est que même les Israéliens, quand on compare par exemple le Twitter en hébreu, parce que maintenant on a la traduction automatique. Donc Elon Musk vient de lancer la traduction automatique sur Twitter, c'est pour ça qu'on peut lire directement les tweets en japonais, les tweets, il y a Grok qui traduit ça tout de suite. Mais quand on lit les tweets des Israéliens qui vivent en Israël, mais ils disent tous mais pourquoi ? Pourquoi vous avez fait cette guerre ? Moi, je lis, évidemment, je fais ma revue de presse, je les lis tous les jours. On constate que les Israéliens qui vivent à Miami disent pas la même chose que les Israéliens qui vivent à Tel Aviv. Eux, ils disent, mais pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous avez fait ça ? La bourse s'est effondrée, on a vécu dans les abris, on dort plus depuis plusieurs semaines, etc. Pourquoi vous avez fait ça ? Donc en fait, on voit même qu'à l'échelle de la population israélienne, ils ont pris conscience du fait qu'il y avait une élite, qui avait un certain agenda politique très précis, avec, comme vous le savez, une base religieuse aussi, qui voulait cette guerre, mais qui voulait la faire par cet abruti d'alliés américains, sur qui on peut taper, parce que bon, ce que fait Trump avec Mohamed Ben Salman, c'est ce que fait Netanyahou avec Trump, en réalité. C'est la même chose. Il dit pas il peut m'embrasser le cul, mais c'est la même chose. Moi, la question, Justin, pour te laisser poser des questions, c'est quelle est la force de Netanyahou actuellement dans le monde, son influence? Aujourd'hui, on a une actualité au Sénégal. Je pense que Pascal Boniface est à Dakar pour faire... je sais pas. Il est là pour une conférence avec Ousmane Sonko. Okay. Dans son livre, il l'a mis sur les 20 personnes les plus influentes au monde. Donc, est-ce que lui, sans États-Unis, c'est toujours le même puissance, même force, même influence, ou bien quelle est son influence? Sous ce cas, on lui met sur les 20 personnes les plus influentes au monde, selon toi. Parce que, en fait, Netanyahou, c'est toute une histoire. Netanyahou, alors je sais pas combien de temps on a, mais c'est une aventure, le truc. En fait, son père, donc comme vous le savez, a changé de nom, il s'appelait Milaïkovski, et ils ont changé ça en Netanyahou, du nom d'une ville, donc la ville de Netanya, mais aussi parce que ça a une signification religieuse. Son père le fait quitter Israël, parce qu'à l'époque, Israël est dirigé par un gouvernement de gauche, qui est même laïque, qui est officiellement athée. Le type dit, oui, vous savez, les rabbins, c'est marrant, mais bon, nous, on ne croit pas à toutes ces bêtises. Hein. On est des gens modernes, on est marxistes, etc. Et ces gens-là, pour le père de Benjamin Netanyahou, qui était d'une mouvance sioniste très particulière qu'on appelle le sionisme révisionniste. C'est une branche très extrême qui a été fondée par un type qui était un fasciste, qui s'appelait Zev Jabotinsky. Et le père de Netanyahou était le secrétaire particulier de M. Jabotinsky. Donc, il l'emmène aux États-Unis, parce que vraiment, il lui dit, parce que Israël est démoniaque, dans le sens, ils sont marxistes, ils croient plus, etc. Donc, je veux pas que tu grandisses dans cet Israël. Et là, Netanyahou, il va faire quelque chose de très important. Il va commencer à faire monter l'AIPAC. Donc, l'AIPAC, le lobby, ce qu'on appelle le lobby israélien aujourd'hui. Au tout début, il faut comprendre que le premier pays qui reconnaît l'État d'Israël, c'est l'Union soviétique. Les gens ne savent pas ça, on a oublié ça. Et les Américains, du temps d'Eisenhower, ils étaient prêts à faire une alliance avec les États arabes dans la région. Ils voulaient même faire un OTAN des États arabes. C'est les États arabes qui ont refusé. C'est une conséquence historique très importante, mais en tout cas, c'est les États arabes qui ont refusé. Parce qu'à l'époque, comme Israël, c'était les kibbutzim, c'était justement donc des trotskistes, techniquement, marxistes, trotskistes, pas marxistes-léninistes, la gauche les voyait très bien. Ils disaient, oui, pourquoi pas, après tout, ils vont faire un truc. Bon, après, rapidement, ils ont vu qu'il y allait avoir un conflit sur l'aspect colonial, mais ils étaient soutenus par beaucoup. Et en fait, l'AIPAC, par exemple, c'était plutôt les démocrates qui soutenaient les Israéliens. Et puis Netanyahou, il a fait un énorme travail pour que ce soit la droite. Alors ça inclut par exemple sa communication. Quand il communique, il dit « Our Bible ». Our Bible. D'abord, il parle très bien anglais, parce qu'il a grandi aux États-Unis, il a étudié au MIT, il a été au Boston Consulting Group, il a été employé du Boston Consulting Group. À l'époque, il se faisait appeler Ben Nitai. Donc quand il était dans les groupes étudiants pour parler de s'opposer par exemple à la création d'un État palestinien, il se présentait comme Ben Nitai et il faisait des conférences. Il a été remarqué comme quelqu'un qui parlait très bien anglais et qui pouvait convaincre les Américains de ses positions. Et donc il a lentement, avec le soutien de son père et puis avec d'autres réseaux comme le réseau Chabad par exemple, fédéré la droite américaine, notamment en utilisant l'interprétation de la Bible, donc en disant « Our Bible », enfin notre Bible. Notre Bible, ça fait référence bien sûr à l'Ancien Testament quand il en parle. Et de ce point de vue-là, il est parvenu à fédérer certains évangélistes, etc. C'est pour ça que d'ailleurs aux États-Unis aujourd'hui, on voit une rupture avec les catholiques. Mais à l'heure où on enregistre ce podcast, hein,
Certains disent sur Twitter, sur X, qu'il faudrait excommunier J.D. Vance. Parce que J.D. Vance, il est catholique. Et comme il a été... d'abord, il a parlé d'utiliser la bombe atomique. Enfin, il l'a dit de façon très discrète. Mais à Budapest, là, il y a 4 jours, il a dit... Il a laissé entendre que les États-Unis pourraient utiliser l'arme atomique. On sait que c'était une façon de négocier. Enfin, le problème, c'est qu'on parle. Pour ce que les États-Unis ont obtenu à la fin, c'est-à-dire rien. Hein. Je rappelle que les 10 points que l'Iran a déployés, d'abord, d'une part, le cessez-le-feu est déjà brisé, puisque d'entrée de jeu, il a été dit que le Liban ne faisait pas partie du cessez-le-feu, et le Pakistan a dit, bah si, ça faisait partie du cessez-le-feu. Et puis en plus de ça, on a la preuve que les États-Unis ont utilisé le Pakistan pour donner l'impression qu'une médiation avait eu lieu, pour pas montrer qu'ils étaient en position de faiblesse. Ça, par exemple, le Premier ministre du Pakistan a posté un tweet avec encore marqué « Voilà le brouillon de ce que je dois poster ». Donc c'était marqué « Draft of », et c'était écrit comme ça entre 2 astérisques, et il l'a posté comme ça, et après il a corrigé. Alors, on se demande même, parce que je faisais un podcast avec Pierre Jovanovic qui vient de sortir là, et il m'a dit « Moi, je pense que c'était fait exprès pour bien montrer à tout le monde que c'était les États-Unis qui leur ont demandé de faire ça, pour pas avoir l'air de perdre la face ». Donc, ce cessez-le-feu a tout de suite été brisé, parce qu'il incluait, normalement, les Iraniens avaient exigé que les opérations en Israël cessassent. Bon, bah, immédiatement, Israël-Liban, immédiatement, Israël a fait bombarder un quartier résidentiel de Beyrouth. Donc, ça a brisé le cessez-le-feu tout de suite. En fait, le cessez-le-feu est déjà terminé. Et pour obtenir ces 10 points, c'est là que je voulais en venir, Trump a carrément dû menacer d'utiliser l'arme atomique. Bon, bah, le pape, il n'a pas aimé. Parce que le pape, quand même, il aime pas qu'on parle de... Enfin, il peut pas cautionner ça, c'est pas possible. Il veut pas dire au nom de Jésus. Alors, je rappelle que dans l'entourage de Trump, on a des vrais fous maintenant. On a Paula White, qui est une télé-évangéliste multimillionnaire, qui fait des séances d'exorcisme au nom de la Maison-Blanche, et qui dit que cette guerre est une croisade sainte au nom de Jésus. Donc, bah, le pape, il dit non. C'est pas Madame White avec ses vestes et avec ses séances d'exorcisme et qui vole en jet privé, s'est acheté des voitures avec l'argent de sa paroisse, qui est légal, hein. Aux États-Unis c'est légal. C'est pas elle qui va m'apprendre qui c'est Jésus, quoi. Donc là, on a un vrai clash là-dessus, parce que, par exemple, on sait déjà que quand Netanyahou avait rencontré le pape François, il y avait déjà eu des frictions. Hein. Par exemple, Netanyahou avait dit, vous savez, Jésus parlait hébreu. Le pape s'était retourné et fait, non, araméen. Énorme coup de pression. Netanyahou avait tenté le truc qui marche très bien avec les évangélistes, avec toute une frange des protestants américains. Ça marche bien quand il sort ça. Ils ont un petit frisson dans le dos. Ils ont leur cœur qui bat. Il sait comment ça marche parce qu'il a vécu aux États-Unis. Il connaît leur profil psychologique. Mais avec le pape François, c'est pas à moi que tu vas apprendre ça. Non, Jésus il parlait araméen en fait. Donc là, on a cette rupture et c'est de plus en plus grave. Et alors, je parle même pas de l'opposition en Israël, par exemple, Yair Lapid, le chef de l'opposition, mais on peut lire ses tweets, pareil, ils sont traduits. Mais il explose l'administration Netanyahou aujourd'hui. Il dit, mais regardez, c'est la pire défaite qu'on ait jamais eue, c'est n'importe quoi, vous avez rendu l'Iran encore plus fort, vous êtes des irresponsables, etc. Pourquoi ? Parce que Yair Lapid, il est essentiellement laïque. Donc tous ces trucs messianiques, etc., reconstruire le 3e temple, c'est vraiment pas son truc. C'est pas son projet. Mais les gens autour de Netanyahou, c'est le leur. Ouais. Et donc, ils sont prêts à faire des trucs qui ne font pas sens, qui ne sont pas logiques quand on regarde ce qu'ils font. Et on le voit aujourd'hui. Très bien. Alors, quand Idriss parle, on ne veut pas l'arrêter, on l'écoute religieusement, on ne veut pas qu'il s'arrête. Bon, donc, Idriss, tu t'arrêtes, donc on va essayer de te poser d'autres questions. Mais c'est très, très intéressant, cette actualité-là. On va ramener un peu l'actualité en Afrique. Quelle lecture faites-vous actuellement de l'actualité africaine ? Vous suivez un peu l'actualité africaine, ce qui se passe ? Justement, c'est le sujet de ma conférence. Ça sera quand l'Afrique s'éveillera, même si je vais parler de la géopolitique soufie. Mais j'ouvre ma conférence donc, au Grand Théâtre National sur cette citation du Shir Ali Ndao, qui était donc sénégalais, affilié à la Mouridia, qui est le fondateur de l'école soufie internationale de paix et de service, dont le siège est à Dakar. Le siège international est à Dakar. Et il disait, quand l'Afrique s'éveillera, le monde sortira de l'avidité. Donc, on sait qu'au XXIe siècle, l'Afrique peut avoir un boulevard. Il y a la démographie d'abord, puisque c'est la réserve de jeunesse du monde. Donc, l'Afrique, c'est à la fois le continent le plus jeune et le plus vieux. C'est le plus vieux parce que c'est de là que l'humain vient, mais c'est le plus jeune en termes démographiques. On ne sait pas trop l'expliquer, on a plein de... Alors, certains disent que c'est l'immobilier qui est le meilleur contraceptif dans les pays riches. Plus le prix de l'immobilier est élevé, moins les gens font d'enfants.
Et au Japon, c'est horrible. Hein. Le Japon est dans une crise existentielle. Là. Les gens, quand ils voient un bébé dans la rue, ils s'arrêtent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film qui s'appelait Le Fils de l'Homme, The Son of Man, avec Clive Owen, qui raconte l'histoire d'un monde où il n'y a pas eu de naissance depuis 30 ans. Je crois que ça vient d'une nouvelle de Philippe Cadic, je ne suis pas sûr, mais c'est une dystopie où l'histoire, c'est qu'on est dans une planète Terre où personne n'est né depuis 30 ans. Au Japon. Dans ce film, dans le film. Dans ce film, on voit toutes les conséquences que ça a, etc. Le film est très bien, hein, Son of Man. Et au Japon, ils sont en train de se rapprocher de ça. C'est un film, mais ils sont en train de se rapprocher de ça parce que, évidemment, dans le film, quand on voit un bébé, c'est comme si on avait vu Dieu, quoi, parce que ça fait 30 ans que la Terre entière n'a pas eu de naissance. Mais au Japon, on est en train de se rapprocher de ça. La Corée du Sud, ils sont à 0,7 enfants par femme. Je rappelle que même pas un enfant. Même pas un, 0,7. Donc, je rappelle que le taux de renouvellement, c'est 2,05. Là, c'est 0,7. Donc, ils sont en train de disparaître. Les Chinois sont à 1 et quelques. Les Italiens sont à... Les Italiens, c'est un pays catholique. Normalement, on fait beaucoup d'enfants dans les pays catholiques. Bah non. Les Russes, pareil, orthodoxes quand même, hein, pays très orthodoxes, font plus d'enfants. Donc, qu'on le veuille ou non, la majorité de la jeunesse d'ici 2050, elle vient d'Afrique. La partie la plus importante des gens, la proportion la plus importante des gens qui auront moins de 30 ans en 2050, elle sera africaine. Donc, faut être au clair avec cette réalité. Et non seulement elle sera africaine, mais elle ne sera pas cloisonnée. Parce qu'avant, on pouvait avoir beaucoup de jeunes en Afrique, mais avant les réseaux sociaux, personne ne se préoccupait de leur avis, quoi. Sauf que là, on aura des jeunes qui auront des intelligences artificielles, qui posteront sur les réseaux sociaux, qui pourront traduire directement, qui seront traduits directement, et dont l'avis va être lu. Ces gens vont influencer TikTok, vont influencer le futur, les autres réseaux qui viendront après TikTok. Et le monde va dépendre d'eux. Le monde va... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand je parlais de... Israël, par exemple, n'a jamais été aussi impopulaire aux États-Unis, et c'est d'ailleurs ce qu'accusent les Israéliens qui vivent en Israël. Ils disent, mais regardez, c'est de votre faute. C'est de la faute de l'administration actuelle, c'est les décisions que vous avez prises qui font qu'on n'a jamais été aussi impopulaire, en particulier la génération Z, qui se convertit au catholicisme en masse. La génération Z aux États-Unis n'a jamais été aussi catholique. Elle va à la messe, elle se fait baptiser, et elle se fout complètement d'être appelée complotiste. On le voit sur les... Complètement, ils s'en foutent. Vraiment, ils s'en foutent. Pour la génération X et surtout pour les boomers, c'est horrible. C'est se faire appeler complotiste, c'est la pire chose qui puisse arriver. Eh ben, la génération Z, elle s'en fout complètement. Ça lui pose pas le moindre problème. Évidemment, l'exemple parfait, c'est Nick Fuentes aux États-Unis, qui est en train de rallier un maximum de jeunes aujourd'hui. Et d'ailleurs, depuis l'assassinat de Charlie Kirk, j'avais dit à l'époque que l'assassinat de Charlie Kirk, les gens qui l'ont commandité, allait en fait provoquer des conséquences encore pires, parce que les gens qui ont commandité et réalisé cet assassinat avaient un certain objectif précis en tête, et le fait que Nick Fuentes ait repris l'audience de Charlie Kirk est en train d'être un cauchemar pour eux. Ils n'auraient jamais dû tuer Charlie Kirk, mais bon, comme ce sont des idiots, ils ont tué Charlie Kirk et les conséquences sont là. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui avec la génération Z, qui est très influente, extrêmement influente sur les réseaux, au point qu'il a fallu, par exemple, organiser la revente de TikTok à Larry Ellison. Donald Trump a organisé la revente de TikTok à Larry Ellison parce que la génération Z sur TikTok était devenue beaucoup trop critique d'Israël concernant la guerre à Gaza. Et bien ça, la prochaine étape, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que les influenceurs, les gens qui vont faire la pensée globale en 2050, ce seront les jeunes Africains, qu'on le veuille ou non. Wow. Donc, à partir de là, il faut les préparer. Parce qu'il ne faut pas qu'ils... Voilà. Ça aille dans tous les sens. Bah oui, mais c'est pas... Enfin, cette responsabilité que la jeunesse africaine va avoir, il faut la préparer à ça. Qu'elle ne soit pas juste... Parce que bon, c'est vrai que par exemple, on a eu l'épidémie des OnlyFans, etc. Enfin, il y a eu les jeunes influenceurs de la génération Z, il y a évidemment pas que du bon. Enfin, mais il y a du bon et du mauvais, comme pour toute génération. De toute façon, là, aucune génération peut faire de leçon à une autre, mais si on sait ça, si on sait que c'est l'Afrique qui va former ce qu'on appelle le Zeitgeist, l'esprit du temps, chez Hegel, l'esprit du temps, qui définit une époque, la jeunesse africaine, et sud-américaine aussi, ça va être vraiment les deux continents qui étaient oubliés, Amérique du Sud et Afrique, va déterminer l'avenir intellectuel du monde d'ici 2050,
bah, c'est maintenant que ça se détermine. Donc là, en rentrant dans la salle du podcast, j'ai serré la main à un petit garçon qui avait une cravate là, qui était tout mignon. Bah, lui, en 2050, il aura quoi? Il aura 30 ans. Ouais. Bon, bah, en 2050, c'est lui qui sera à ma place en train de faire des podcasts. Ouais, donc, ouais. Qu'est-ce qu'on lui apprend? Comment on le forme? Qu'est-ce qu'on doit lui expliquer du monde? Comment on lui apprend à s'organiser, à être capable de débattre, etc. Enfin voilà, c'est l'enjeu de l'Afrique, il est là. L'enjeu de l'Afrique, il est là. Et un autre enjeu, juste pour répondre à cette question, c'est qu'en économie, et c'est ce dont je vais parler dans la conférence, quand on a beaucoup de problèmes, on peut beaucoup innover. Parce que la définition de l'innovation, c'est de résoudre un problème. C'est la base, hein. Je veux dire, l'innovation, il y a des écoles de commerce qui font des conférences sur qu'est-ce que l'innovation. Oui, alors le professeur Smith a dit ça, puis le professeur John a dit ça, puis le professeur Shapiro a dit ça. Non, qu'est-ce que l'innovation? C'est résoudre un problème. Et c'est ce que j'ai appelé la méthode PSD, problème, solution, distribution. Parce que c'est pas tout de résoudre un problème, il faut le distribuer, il faut distribuer la solution, il faut que tout le monde puisse la copier, enfin pour l'utiliser. Et l'Afrique ayant beaucoup de problèmes, elle peut avoir beaucoup d'innovations. Et les exporter. La méthode PSD, déjà, parce que vous avez beaucoup de fans ici qui notent tout, donc il faut que pour des concepts très importants comme ça, il faut qu'on... J'ai parlé dans Super Sénégal. La dernière fois que je suis venu à Dakar, ça fait déjà 6 ans, on avait fait une conférence qu'on avait appelée Super Sénégal avec Gunther Poli. Et c'était à la suite de la conférence Super France, on avait fait Super Sénégal. Et j'avais expliqué la méthode PSD, c'est-à-dire quand vous avez trouvé une solution à un problème, alors la mauvaise nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, c'est que quand vous trouvez une solution à un problème, vous avez innové. La mauvaise nouvelle, c'est que tant que vous ne l'avez pas distribué, cette solution, vous ne faites pas d'argent. Donc, le distribuer, c'est super important. Une fois que vous avez la solution, il faut la distribuer. Mais avec l'IA, l'autre bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est digital, ça se distribue facilement. Il n'y a pas de chaîne logistique. Ouais. Donc, quand c'est digital, quand c'est une application, quand c'est un site web, quand c'est un agent d'intelligence artificielle, la distribution, elle est immédiate. On la poste, on la met sur GitHub, on la met comme application. Par exemple, aujourd'hui, Claude, avec sa version Mythos, c'est très facile de faire une appli mobile. N'importe qui peut faire une appli mobile. C'est ça que l'école devrait enseigner. Un enfant de 7 ans peut faire une application mobile et la poster. Je ne parle pas à faire une application mobile prototype, une application mobile sur le Google Play Store, sur Android. Fonctionnel. Oui, fonctionnel, posté, accepté par le Play Store. Vendre avec un tunnel de vente, avec la capacité de faire des ventes en dollars. Donc ça, c'est l'avenir de l'Afrique. Parce que, je rappelle... Alors, c'est la question suivante. Ouais. Franchement, c'est pas pour vous interrompre. Mais... non, mais c'est vraiment pour aller dans ce sens-là. Alors, Idriss, concrètement, si aujourd'hui, on vous donne 1000 jeunes Africains à les former, quelles seront les 3 compétences prioritaires, comme vous venez de le dire, que voilà, ces jeunes-là, c'est eux dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, en 2050, c'est ces jeunes-là. Si on vous donne 1000 jeunes Africains, quelles seront les 3 compétences prioritaires qu'il va falloir les transmettre? 3 compétences, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de question à se poser. Aujourd'hui, on peut mettre sur sa propre machine, donc même sur son propre téléphone, on peut mettre un agent, on appelle ça en local, c'est-à-dire que ça ne passe pas par les serveurs américains. On peut installer un agent sur son propre téléphone, sur un petit ordinateur à $300. On peut faire énormément de choses. Et à partir de ça, on peut se former. Par exemple, on peut dire, vous installez un modèle, par exemple Mistral, un des nombreux modèles que Mistral utilise, ou bien Qwen, les modèles chinois, qui sont open source. Vous installez ça sur un ordinateur à $300. Et là, vous pouvez dire au modèle, fais un jeu de rôle pour enseigner tout le programme de scolaire jusqu'au bac. Donc, tu me fais un jeu de rôle. Tous les jours, je joue comme un personnage, comme Donjons et Dragons. Désolé, c'est une référence de vieux maintenant, mais voilà, comme Donjons et Dragons. Tu me fais un personnage, je suis l'élève, et mon personnage va progresser. Et chaque campagne, ça m'apprendra les choses du programme. Donc, tu vas organiser. Donc, par exemple, pour l'histoire, on peut dire, voilà, alors, tu rentres dans une pièce, il y a Winston Churchill qui est présent, il est en train de te confier une mission, on est en 1943, et tu vas apprendre tout ce que tu dois apprendre sur l'invasion de la Sicile par les Alliés. Très bien. Et là, vous pouvez former l'intelligence artificielle, le modèle, pour que tout soit authentiquement factuel, historique, sur le plan historique. Donc, que ce soit pas de la fiction. Évidemment, tu rencontres Winston Churchill, c'est de la fiction, mais tout ce que dit Winston Churchill dans le jeu doit être exact. Ça, avec plusieurs agents en IA, sur une machine, ça peut se faire tout de suite. Et donc, du coup, ça devient un jeu d'apprendre. Donc déjà, tout le programme peut être mis comme ça, sous forme de jeu de rôle.
Mais là, je parle de l'histoire, de la géographie, etc. Mais je peux parler bien sûr de la technologie, de la programmation. On peut dire à l'agent, bon, bah, j'ai envie d'apprendre à fabriquer donc, une application, à faire de l'exportation. Et on peut même entraîner l'agent à comprendre le modèle PSD en disant, bah, écoute, on va faire une fois par semaine une réunion avec... l'apprendre à résoudre des problèmes. C'est ça. Et apprendre à guider même l'élève à les résoudre, parce que l'IA peut ne pas résoudre certains problèmes, elle peut échouer à résoudre certains problèmes, mais elle peut guider l'élève en lui disant, bah, voilà ce que je te recommande de faire pour essayer de trouver une solution. Ce n'est plus juste enregistrer d'informations dans la tête. C'est un échange, c'est un dialogue. Okay. Et en fait, parce que l'IA, c'est vraiment une machine, c'est comme une voiture. L'IA, c'est la voiture du monde intellectuel. Donc là, par exemple, pour se rendre, j'étais du côté du centre-ville, on s'est rendu pour le podcast, ça a pris 20 minutes en voiture, 30 minutes. Si j'avais fait ça à pied, ça aurait pris 3 heures, 2 heures. Bah, en fait, l'IA, c'est la même chose, c'est un véhicule. Donc quelque chose qu'on peut faire en 1 semaine ou en 6 mois, juste tout seul avec un papier et un crayon, avec l'IA, on peut le faire en 6 heures. Un exemple concret, si je comprends, pour une année scolaire en Afrique, par exemple, de CP1 jusqu'en terminale, ça fait 13 ans. Ouais. Avec l'IA, on peut le compresser. On peut compresser. On peut le compresser, ça c'est clair et net. J'ai pas le moindre doute là-dessus. On peut le compresser, on peut le rendre plus ludique. On peut avoir son bac à 10 ans. Alors ça, c'est tout à fait possible. Le plus jeune bachelier de l'histoire de France, alors maintenant il y a eu un nouveau record, mais le plus jeune bachelier de l'histoire de France était africain d'origine. Il s'appelait Arthur Rami Andrizoa, il était malgache. Il a écrit un livre qui s'appelle Mon école buissonnière. Il a eu le bac à 11 ans. Il a eu tout le bac à 11 ans. Et il a été éduqué à la maison par ses parents. Et donc ses parents faisaient des jeux, faisaient des choses ludiques, etc. Et du coup, il avait le niveau bac. Alors, il n'a pas eu mention très bien, mais on s'en fout à 11 ans. Ça n'a aucune importance. Et en fait, oui, c'est tout. Alors, je ne vais pas mettre la pression aux gens en disant vous devez passer votre bac à 11 ans, c'est pas ça le sujet. Mais oui, on peut compresser. Oui, parce que dans l'histoire de l'éducation, il y a beaucoup de gens, si on leur dit ça, ça crée une dissonance cognitive. En plus, il y a l'effet du bizutage, c'est-à-dire on se dit, mais attends, moi, j'ai galéré pour obtenir mon diplôme, j'ai galéré pour obtenir le bac, alors j'ai pas envie que la génération future, elle puisse l'avoir beaucoup plus jeune. Mais c'est un bien pour l'humanité parce que pour percer dans un domaine, pour créer de la valeur, il faut 10 ans. Donc, même Mozart, il a juste commencé à 4 ans. Mozart, il était connu à 14 ans, mais il a commencé à 4 ans. Michael Jackson, il était connu à 12 ans, mais il a commencé à 4 ans aussi. Voilà. Donc, en fait, l'école, elle devrait nous positionner tout de suite dans l'idée de passer 10 ans sur un sujet. D'être tellement passionné qu'on essaie de faire 10 ans sur un sujet. Parce que c'est quand quelqu'un a fait 10 ans sur un sujet, ce qu'il produit vaut beaucoup d'argent. Même si c'est des sculptures, si c'est du logiciel, si c'est des films, si c'est des photographies, si c'est des romans, quand quelqu'un a passé 10 ans concentré sur un sujet, c'est comme pour trouver un puits de pétrole, quoi, ou c'est comme la métallurgie. Dans l'histoire des métaux, il y a eu l'âge de bronze, l'âge de fer. Pourquoi on n'a pas eu l'âge de fer tout de suite ? Parce qu'on n'atteignait pas les chaleurs, l'intensité du feu. On ne savait pas faire un feu suffisamment chaud pour extraire le fer. Eh bien, le fer d'aujourd'hui, c'est la chaleur intellectuelle, c'est l'intensité intellectuelle. Or, à l'école, on n'atteint jamais une haute chaleur. Parce que l'élève, il n'a jamais le temps de se concentrer. C'est comme avec une loupe. Vous mettez une loupe, il y a le soleil, vous essayez de brûler du papier. Si je veux brûler cette page, il faut que je concentre la chaleur du soleil sur un point précis pendant longtemps. C'est ça qui crée de la valeur économique. Mais l'école ne fait pas ça du tout. L'école, elle met un petit coup. L'école, elle essaie de brûler le papier en mettant la loupe, en changeant la loupe de place. Allez, on fait une seconde ici, on fait une seconde là, on fait une seconde de géographie, on fait une seconde de truc. Non. Pour créer de la valeur économique, par exemple, aux États-Unis, ils ont un prodige qui s'appelle Palmer Luckey. Il s'appelle Luckey, le mec. C'était son destin, quoi. Il a créé, alors je suis pas forcément très fan parce que c'est quand même une société d'armement qu'il a faite, mais Palmer Luckey, il a créé Anduril, qui est le leader mondial des drones. Sa compagnie vaut 30 milliards de dollars. Mais les gens disent qu'au fil où ça va, un jour, elle vaudra 300. Et c'est tout à fait possible. Palmer Luckey, il s'est concentré sur certains domaines. Il était dans le garage de ses parents, et il bricolait, et il faisait des drones, et il piratait des systèmes. Il a même piraté un laser, ça lui a brûlé une partie de l'œil. Il a une tache sur l'œil à vie à cause de ça. Il en est très fier. Il dit, oui, j'ai une tache sur l'œil parce que je me suis brûlé au laser en démontant un laser. Mais je suis très fier parce que j'ai bricolé. Aujourd'hui, il a créé l'équivalent du PIB du Sénégal. 30 milliards. C'est le PIB du Sénégal. C'est sa boîte, sa société Anduril. Et avant, il a créé Oculus Rift, la réalité virtuelle pour Facebook, etc. Donc, c'est ça qu'il faut suivre comme exemple. Des Palmer Luckey. Toute l'Afrique pourra en avoir. Toute l'Afrique. Dans le cas algérien, on avait le Smiling Hacker. C'était un hacker qui avait hacké certaines boîtes en Israël où il était très très doué, parce que les Israéliens, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils sont pas faciles à hacker. C'est quand même le pays le plus dur. Donc lui, ça montrait qu'il jouait en Ligue 1, qu'il était au niveau international.
Et bien pourquoi il a réussi ça? Parce qu'il a commencé très jeune et qu'il était passionné. Donc, tout Africain, on devrait allumer la flamme de la passion sur un sujet. Si tout jeune Africain, on arrive à allumer le feu de la passion chez lui, et les exports africains vont être complètement fous. Parce que si un seul jeune chez qui on a allumé la flamme peut créer l'équivalent du PIB du Sénégal, c'est Anduril Palmer-Lucky. C'est quelque chose qu'il faut reproduire. Il ne faut pas se dire « Ah non, mais ça n'arrive, Lucky s'appelle Lucky, alors il avait de la chance, vous comprenez, on ne peut pas faire ça. » Non. Toute l'histoire de l'éducation, c'est justement d'industrialiser des coups de chance. Par exemple, ça c'est très 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 puissant. Il faut industrialiser les coups de chance, multiplier les chances. Oui, exactement, parce que la jeunesse c'est une chance. Donc, en éducation, quand on disait oui, passer son bac plus jeune, etc. Les Chinois, si on leur avait dit les mandarins à l'âge de bronze, ou ensuite à l'âge du fer en Chine, si on leur avait dit un jour, vous savez, tous les Chinois sauront lire et écrire. Vous êtes fous. Vous êtes fous, le mandarin, c'est une langue, on l'a créée exprès pour qu'elle soit compliquée. On a créé cette langue et cette écriture exprès pour qu'il n'y ait que les bureaucrates qui la maîtrisent. Ça faisait partie du cahier des charges de la langue mandarin. Parce que le but, c'était de unifier l'empire. Il y a eu l'empire romain et le latin, c'est une langue qui est très facile à pirater. Donc l'empire romain, quand il s'est effondré, il y a eu plein de pays et plus jamais il y aura un seul empire. Même les gens qui veulent unifier l'Union européenne, ils n'y arrivent pas. Plus jamais il y aura l'équivalent de l'empire romain. Parce qu'il y avait le latin qui a unifié, d'ailleurs j'en parle dans ma conférence, c'est la seule grande puissance qui était euro-africaine. L'empire romain était euro-africain. Parce que c'était le mot même Afrique. C'est un mot romain, ça vient de la déesse Ifri, mais c'est les Romains qui ont donné ce nom. Ah oui. Et oui, les Romains qui ont baptisé ce continent. Le continent Afrique, c'est les Romains qui lui ont donné le nom de cette déesse d'Afrique du Nord. C'est comme d'ailleurs le nom Europe vient pas des Européens, il vient des Perses, des Phéniciens, pardon. Donc, le latin a pu évoluer, et ça a fait qu'il n'y a plus jamais eu l'unification de l'Empire romain. Les Chinois n'étaient pas au courant de cette histoire, mais ils avaient compris que pour unifier, pour que l'Empire ne soit pas divisé en plein de pays, il fallait une langue impossible à muter. C'est très dur de muter le mandarin. On ne peut pas faire une autre langue avec le mandarin. C'est extrêmement dur. On comprend un peu. Alors que faire une autre langue avec le latin, c'est très facile. Tout le français, l'espagnol, le portugais, le roumain, etc. Donc c'est très facile de transformer le latin en une autre langue. Alors que le mandarin, c'est une langue qui est dure, qui est vraiment faite... Bon, mais à l'époque, du coup, si on avait dit un jour, on sera tellement bon en éducation que toute la population saura lire et écrire. J'aurais dit, vous êtes fous. C'est ça l'innovation pédagogique. Donc, de la même façon qu'un chef mandarin ou un empereur chinois à l'âge du fer, comme Qin Shi Huangdi par exemple, qui a fait l'armée de terre cuite, eh bien, si on lui avait dit un jour, tout ton peuple saura lire et écrire, imagine comment tu seras riche, si tout ton peuple sait lire et écrire, imagine la richesse de l'empire. Bon. Eh bien, il aurait rigolé, sauf que c'est ça être visionnaire. Eh bien, dire tout le monde pourra passer son bac à 11 ans, mais sincèrement pas en réduisant le niveau du bac, évidemment, peut-être même en l'augmentant. On peut faire mieux. Hein. Tout le monde pourra comprendre les équations différentielles aux dérivées partielles stochastiques. À 7 ans, à 8 ans. Je vais vous donner un exemple. Moi, évidemment, la pédagogie, c'est ma spécialité. J'avais vu un professeur, donc j'allais régulièrement dans un congrès qui s'appelle la CIEAM, qui a été fondé par Jean Piaget, grand expert en psychologie de l'enfant. Et il y avait un professeur italien qui s'appelait Domingo De Paola et qui enseignait les dérivées à des collégiens 11-12 ans, qu'il arrivait à leur enseigner. Normalement, les dérivés, c'est au programme de seconde. Oui. Programme de seconde. Donc la seconde, c'est quoi? C'est 14 ans, 15 ans. 15 ans. Voilà. Ouais. Donc normalement, c'est 15 ans. Lui, il les enseignait à 10-11 ans. Bon. Et comment il faisait? Il faisait une activité, c'est brillant, le type était vraiment, parce que lui, c'était comme un gastronome de la connaissance, c'est-à-dire, il servait un plat. Donc il s'est dit, comment je vais cuisiner? Parce que, vous savez, toute la gastronomie, c'est comment bien cuisiner. Parce que, par exemple, la patate, c'est toxique. Il faut bien la cuisiner, sinon elle est toxique. Les gens ne voulaient pas manger de pommes de terre parce qu'on pouvait mourir. Les premières pommes de terre, maintenant, on n'a que des variétés qui ne sont pas dangereuses, mais l'aubergine, on pouvait mourir. Il fallait bien la cuisiner. La noix de cajou. Si vous touchez la pâte qu'il y a autour de la noix de cajou avant qu'elle soit extraite, le fruit, mais l'anacardier, ça brûle les mains. Les femmes qui extraient les noix de cajou, elles ont les mains brûlées. Donc en gastronomie, on doit toujours préparer. Le chocolat, s'il n'est pas torréfié, fermenté, c'est dégueulasse. C'est immangeable. Le café, s'il n'est pas fermenté et torréfié, c'est dégueulasse. Donc, dans tout ce qui est nourriture, on sait très bien qu'il faut préparer. Le thieboudienne, par exemple, il faut préparer le petit mollusque qu'on met dedans pour donner du goût. Et on ne peut pas le manger comme ça. Ouais. Il faut le sécher, il faut le préparer. Bon, la connaissance, c'est pareil. Il y a des connaissances, si elles sont mal préparées, elles sont indigestes.
Donc nous, on demande de les manger comme ça, de façon bête. Les dérivés, c'est une connaissance qui est indigeste. Bon, et bien lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a trouvé une recette pour enseigner les dérivés. Donc il donne un émetteur, il y avait une radio, donc on va dire que ça c'est le récepteur, puis ça c'est le récepteur, ça c'est l'émetteur. Donc il y a une ça émet un signal, puis moi j'ai dans mes mains, et puis sur le tableau, ça marque la distance au cours du temps. Donc si je bouge pas, le tableau il met une ligne droite là. Oui. Parce que la distance elle change pas, d'accord ? Ouais. Et lui ensuite à ses élèves, il leur dit je vous montre une courbe et vous essayez de la refaire. Oui. Donc elle fait comme ça par exemple, la distance monte, puis ensuite descend. Alors les élèves ils comprennent pas au début, puis ils regardent le tableau. Si je l'éloigne, la distance elle monte. Si je l'éloigne, la distance elle monte. Mais ils voient que ça colle pas à la courbe parce qu'ils n'ont pas éloigné assez vite. Oui. Okay, assez vite. Mais c'est ça une dérivée. La dérivée de la position, c'est la vitesse. La dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. La dérivée de l'accélération, c'est ce qu'on appelle la secousse. Ça secoue dans une voiture quand on freine ou quand on accélère. Bon. Et il leur a expliqué tout ça. Il dit vous voyez, vous avez compris la notion de dérivée. Donc il commence juste en leur faisant une petite activité où il y a une courbe à refaire au tableau, sur le tableau interactif ou sur le projecteur et sur l'écran, et ils doivent juste bouger leur récepteur pour que ça fasse la courbe. Et ensuite il leur dit voilà. Et là vous vous êtes rendu compte que vous aviez la bonne distance, mais c'était pas allé assez vite. Donc en fait c'est l'accélération qui était pas bonne. Et ensuite, c'était la secousse, le changement d'accélération. Parce que quand je fais ça, je secoue mon téléphone. D'ailleurs, là, je suis en train de le faire, ça me fait, quand on secoue le téléphone, ça peut faire effacer un email. Ça demande d'effacer un email. Là, ça me l'a demandé parce que je l'ai secoué. Donc, on peut faire, ça c'est une bonne recette pédagogique. Ça, c'est une bonne recette où on apprend à manger un truc qui est indigeste et on apprend à le rendre digeste. C'est pour ça qu'on fermente les trucs dans l'histoire humaine. Pourquoi ? Parce que les gens, il y avait des famines, donc ils essayaient de manger des trucs qu'on ne pouvait pas manger. Et avec les bonnes recettes, on peut manger des trucs qu'on ne peut pas manger. On peut digérer des trucs qu'on peut pas digérer. Les sushis, c'est apparu comme ça. Au début, c'était du poisson qu'on conservait en le mettant dans du riz. Donc, on prenait, quand on avait pêché le poisson en Asie du Sud-Est, le sushi, c'est apparu au Vietnam, pas au Japon. Et on prenait le poisson frais, on le mettait dans du riz, on laissait fermenter le riz, et là, on se rendait compte que le poisson était mangeable. Bon. Donc, préparer la connaissance comme on prépare la nourriture, ça fait qu'à la fin, on peut avoir la capacité de comprendre les dérivés. On peut manger sans constipation, sans ballonnement. Exactement. Et on peut comprendre les dérivés à 11 ans. Donc, si on faisait juste ce qu'on a fait pour la nourriture pendant 4000 ans avec la connaissance, c'est ce que j'explique dans ce bouquin, la connaissance, j'explique qu'il faut faire une gastronomie de la connaissance. Et si on faisait, j'en parle aussi dans Libérer votre cerveau, si on faisait une gastronomie de la connaissance, des plats de connaissance, et en plus, les recettes, on les partagerait sur les réseaux. Donc, les jeunes Africains pourraient dire « j'ai trouvé une recette ». Ce qu'a fait cet Italien, Domingo Di Paola, avec sa méthode pour enseigner les dérivés à 11 ans. D'ailleurs, moi, ce qui me rend fou, normalement, mais c'était il y a 20 ans qu'il avait fait ça. Moi, j'y étais allé à l'époque, c'était en 2005, plus de 20 ans. Mais pourquoi l'Italie n'a pas fait ça dans le programme ? Ils ont vu que le type avait une bonne... Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce que c'est pyramidal, parce que ce n'est pas un petit professeur de lycée et de collège, même pas de lycée, de collège. Alors, comprenez, en face, il y a les professeurs d'université, il y a les inspecteurs. Ce n'est pas un professeur de collège qui va leur expliquer la vie, vous comprenez ? Alors du coup, l'administration italienne n'a jamais mis ça comme programme. L'Afrique ne doit pas répéter ses erreurs. Très bien. En tout cas, c'est très intéressant, comme on dit. C'est toujours des formations, toujours apprendre. Moi, c'est très intéressant. Moi, j'ai une question aussi. Si on est aussi toujours en Afrique, parler de l'actualité, on prend le cas du Sénégal. Si demain, l'Afrique peut être vraiment l'avenir du monde avec la jeunesse et tout, est-ce que l'Afrique pourra s'en sortir sans les organisations comme FMI, etc. Pourquoi cette question ? C'est sans elle qu'elle va s'en sortir, malheureusement. Parce que je ne vois pas de moment où le FMI a apporté quelque chose de bien à l'Afrique sur le long terme. Là, c'est un sujet vraiment qui est sur la table au Sénégal parce qu'actuellement, depuis l'arrivée de ce régime, le duo Diomaye-Sonko, ils sont en petite, surtout Ousmane Sonko, altercation avec le FMI parce que lui, ses mots sont un peu durs à chaque fois qu'il sort ce qu'il dit, voilà. Donc, par rapport à FMI. Et ce qui fait que depuis l'arrivée de ce régime, FMI n'a pas encore injecté de l'argent dans le pays. Et les gens souvent disent que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui l'économie est en ralenti. Donc, est-ce que ça peut être une cause, voilà, que l'économie ne marche plus au Sénégal. Et sous ce cas, aujourd'hui, les informations divulguées sur certains canaux de division comme France 24, etc., c'est de dire qu'aujourd'hui, la Guinée a dépassé le Sénégal en termes de PIB, en termes de beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire et Sénégal, depuis des décennies, faisaient partie des top 2. Si on parle de Côte d'Ivoire, Sénégal, voilà, sur les pays qui sont sur cette liste-là.
quel est aujourd'hui le rôle de l'FMI, ces organisations, le franc CFA, parce qu'aujourd'hui, le franc CFA est toujours garanti par la France, etc. Est-ce que cette Afrique qui doit être le leader ou bien contribuer comme il se doit dans les années à venir, c'est une Afrique qui doit être autonome avec sa propre monnaie, Afrique qui doit être autonome sans dépendre de l'FMI, etc. Poser la question, c'est y répondre. Regardez Taïwan, regardez le Vietnam. Donc ça, c'est devenu des puissances économiques. Le Vietnam, aujourd'hui, vit un succès économique majeur, alors que c'était un pays du tiers-monde, qui en plus a été ravagé par la guerre. Le Sénégal n'a jamais été ravagé par la guerre. Les Sénégalais, en tant que démographie, ont subi la guerre 2 fois, Première, Deuxième Guerre mondiale, avec les tirailleurs. Mais physiquement, le pays sénégalais n'a pas de l'agent orange, du napalm, de la pollution. Encore aujourd'hui, au Vietnam, il y a des gens qui naissent sans les yeux fermés, donc les paupières qui sont fusionnées et qui n'ont pas d'yeux, à cause de la pollution de l'agent orange dans l'eau vietnamienne, 50 ans plus tard. Encore aujourd'hui, à l'heure où on parle. Donc le Vietnam a tous ces problèmes-là. Est-ce que le Vietnam, quand ils se lèvent le matin, ils se disent « Ah, ça serait bien d'avoir 10 milliards du FMI ». Bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce que Taïwan, quand il se lève le matin, il se dit « Ah, ça serait bien d'avoir 30 milliards du FMI ». Si un gouvernement taïwanais disait à la population, faisait devant un micro une annonce « Mes chers compatriotes, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons avoir un prêt de 30 milliards du FMI ». Il serait viré. Il serait viré, le lendemain, il serait viré. Ici, on applaudit ceux qui ont pu. Il serait ces oui, mais là, je vais vous donner les réponses de façon très crue, je suis désolé. Pour les Coréens, la Corée avait un PIB inférieur au Sénégal en 1957. Hein. Donc, si on mesure, évidemment, le Sénégal n'était pas indépendant en 57, mais si on mesure le PIB du Sénégal en tant que colonie en 57 par rapport à la Corée du Sud, c'était un pays du tiers-monde. Bon. Aujourd'hui, ils ont un PIB par habitant supérieur à la France. Supérieur à la France. Si demain, le chef de l'État coréen disait « J'ai l'honneur de vous annoncer que le FMI nous fait un crédit », il est brûlé, on le brûle en place publique. Donc, le FMI, ça ne doit être utilisé que dans les urgences. C'est à ça que ça sert, normalement. Hein. Ça sert pour les urgences. Bon. C'était là pour stabiliser dans les situations graves, souvent à la suite d'une guerre. Hein. Donc, normalement, solliciter ou dépendre du FMI, ça signale, c'est l'hôpital. Voilà, le FMI, normalement, son rôle, c'est d'être un hôpital. Et le problème, c'est que dans l'hôpital, il y a de la morphine. C'est-à-dire que si on en arrive là-bas, c'est qu'on est en urgence, quoi. Sauf si on est devenu accro. À l'hôpital, il y a de la morphine. Donc, si un type, il retourne à l'hôpital, après être allé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ben, le médecin, il dit, mais t'es pas là pour te faire soigner. Eh oui, t'es pas là pour te faire soigner, t'es là pour prendre ta dose de morphine. Tu veux mourir, quoi. Et le problème avec la morphine, c'est que la première dose n'a pas le même effet que la deuxième ou la troisième. Donc quand on prend normalement un type qui est en train de mourir, il faut lui donner de la morphine. C'est à ça que ça sert le FMI. Mais si on est à la 5e dose de morphine, il faut lui dire, il faut que tu te calmes maintenant. Il va falloir que tu changes, c'est ce que disait Hippocrate. Il disait, avant de soigner un patient, demande-lui de vérifier qu'il est prêt à arrêter de manger ce qui l'a rendu malade. Non, c'est vrai. Et oui. Donc, voilà ma position sur le Sénégal. Aujourd'hui, vous suivez l'actualité partout. Ça, c'est une question particulière que je vais vous poser déjà. Moi, je voulais savoir déjà, j'ai suivi beaucoup de vos interventions concernant la crypto. Je vais parler de Bitcoin. Mais avant ça, est-ce que tu as un regard spécial ou particulier à l'endroit de... Pourquoi Ousmane Sonko? Parce que Pascal Boniface lui a mis aussi sur ses top 20 personnes les plus influentes au monde. À l'époque, Juan Branco était au Sénégal, il y avait eu des événements importants, donc je comprends que Pascal Boniface ait fait ça parce que le Sénégal était vu avec la figure d'Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est bien plus représenté par le capitaine Traoré au Burkina. Mais en fait, il y avait cette idée, parce que le Sénégal a fermé les bases françaises, etc., qu'il y aurait peut-être une liquidation de la France-Afrique. Bon, on voit que c'est pas le cas, que c'est plus compliqué, mais il y avait cette perception. Je sais c'était plus, à mon avis, prendre ses désirs pour des réalités. C'était plus, voilà, quand on voyait, même, Juan est un ami, hein, Maître Branco, hein, mais c'était plus prendre ses désirs pour des réalités. Mais bon, on voit quand même une certaine évolution en Afrique. Par exemple, Kinshasa, c'est la première ville francophone au monde. Bon, il y a une opportunité derrière ça, mais on sait bien
que la RDC n'est pas du tout autonome aujourd'hui, quoi. Que la RDC aujourd'hui, elle est dans une situation où même le Rwanda peut lui dicter sa conduite, alors que le Rwanda est un pays minuscule et que la RDC est un pays immense avec les plus grandes réserves de ressources naturelles au monde. Donc bon, c'est lent. De toute façon, c'est comme le tango, hein. On fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, puis 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc bon, il faut voir le temps long, mais il y a une opportunité, oui. Il y a une opportunité. Après, moi, j'ai toujours du mal à associer l'opportunité même à une seule personne. Que ce soit Ousmane Sonko ou le capitaine Traoré ou quelqu'un d'autre, ou même Lumumba à l'époque des coloniales, ou même tant d'autres, Thomas Sankara, etc., qui est une figure d'inspiration évidente pour le capitaine Traoré. Donc, je préfère construire sur la totalité du peuple. C'est pour ça que je parlais de l'éducation, parce que les soufis, par exemple, ils évitent autant que possible de construire sur une seule personne. Ouais. C'est arrivé dans l'histoire. Hein. Bon, il y a eu l'émir Abdelkader, mais même l'émir Abdelkader dans l'histoire algérienne, il y a certaines confréries soufis qui lui ont pas apporté son aide en disant la voie que tu as choisie, c'est pas la voie que tout le monde va choisir. Mais si on veut vraiment le changement, c'est quand la totalité du peuple est complètement au clair avec l'idée que ce comportement est le bon. Quand culturellement, la culture c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce que disait Peter Drucker, qui était un grand consultant en entreprise, la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Donc mieux que la stratégie, il y a la culture. Cite par exemple le Japon, une des raisons pour lesquelles ils font des produits, par exemple dans toute l'Afrique, j'en parle dans ma conférence, c'est pas les voitures allemandes qui sont réputées les plus fiables, c'est les voitures japonaises. On le voit aux ventes. Hein. Alors je sais qu'en termes de prestige, à Dakar, c'est mieux de conduire une BMW, mais en termes de fiabilité, c'est les Toyota. Clairement, c'est les Toyota. Et bien ça s'est pas fait du jour au lendemain. Vous vous rappelez, dans Retour vers le futur, il y a cette scène où il dit pas étonnant que ça ait foiré, il y a marqué Made in Japan sur ton produit. Les Japonais avaient une réputation de faire des produits de très mauvaise qualité. Ça leur a pris 50 ans d'avoir la réputation de faire les meilleurs produits. Qu'est-ce qui a permis ça? La culture japonaise de l'excellence. La culture du tu refermes la porte derrière toi, tu nettoies dans les écoles, les élèves nettoient la salle de classe, donc les élèves doivent nettoyer la classe eux-mêmes. On a créé, ça prend du temps, mais c'est ça qui crée le changement le plus durable. Ouais. C'est la culture. La culture de l'excellence, ça... Donc normalement, un chef d'État charismatique, tout ce qu'il peut faire, c'est transmettre cette culture. Par exemple, Charles de Gaulle, bon, il n'y est pas parvenu, hein, mais il payait ses factures à l'Élysée. Il payait ses timbres. Il payait ses factures. Bon, ça n'a pas pris, hein, parce que tous les gens qui sont venus après lui ont continué à se gaver avec l'argent de l'État français. Donc malheureusement, ça n'a pas suffi. Il y a encore 2-3 personnes qui disent, mais regardez, c'est ce qu'on devrait faire. Mais malheureusement, les Français n'ont pas adopté, parce qu'il y a toujours cette idée de se servir de l'État. Servir l'État ou se servir de l'État, malheureusement, les Français n'ont pas adopté cette culture. Mais la meilleure chose qu'un chef d'État peut faire, c'est ça, c'est l'exemplarité. C'est propager cette culture. Et la culture, la bonne nouvelle, c'est que la plasticité culturelle, elle est entièrement déterminée par la pyramide des âges. Parce qu'évidemment, quand on a un pays où il n'y a que des vieux, je suis désolé, hein, on ne peut pas changer la culture. Okay. C'est impossible. Donc l'Afrique, c'est le pays qui a le pouvoir d'adopter une nouvelle culture, qui sera la sienne, qui sera de se fixer une nouvelle culture le plus rapidement possible. Parce que plus un pays est jeune démographiquement, plus sa culture est plastique, modifiable. On peut agir dessus. Comme le cerveau. C'est comme le cerveau humain. Plus les neurones sont jeunes, plus on apprend facilement une langue. Quand le cerveau est jeune, quand nos neurones sont jeunes, on apprend plus facilement une langue. Un bébé, il apprend plus facilement une langue qu'un homme de 60 ans. Donc, un pays peut changer sa culture quand il a beaucoup de jeunes. Population jeune. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est le moment. Mais il faut fixer cette culture. Il faut définir ça. Comment tu sais, son avis sur le Bitcoin, est-ce que en Afrique, c'est quelque chose... Moi, je donne un exemple. Pourquoi je parle de ça? Moi, j'ai quitté plus ou moins le pays. Le contexte, c'est quoi? J'ai créé une plateforme SaaS qui permet tous les Africains d'acheter ou de vendre des USDT, des stablecoins, du Bitcoin, un peu partout à travers le monde. Et j'ai essayé d'écrire les autorités pour leur informer de l'existence légale de la chose, parce que c'est quelque chose qu'on apprend sur le Bitcoin depuis très fort longtemps. La plateforme s'appelle visioncrypto.net. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas toujours de réponses. Arrivé à un moment donné, tu travailles avec cette peur, c'est-à-dire que tu dis que du jour au lendemain, tu peux te faire arrêter pour t'accuser de faire du blanchiment d'argent. Quelqu'un peut dire, j'ai acheté Bitcoin là-bas,
tout à l'heure, c'était 50 000 $. Aujourd'hui, c'est 30 000 $. L'État, les autorités, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est de dire juste qu'il t'a donné 50 000 $, rendu ces 50 000 $. Ils ne savent pas que Bitcoin a quitté de 50 000 à 40 000. Exemple, ça, c'est des exemples comme ça. Comment on peut, parce que dans la vie, la meilleure manière, on dit, de prédire l'avenir, c'est de le préparer. Donc, comment les gens peuvent se préparer à comprendre que, parce que les dernières interventions que j'ai écoutées... Les gens n'ont pas de culture sur les cryptos. Les informations qu'on leur a mis dans le cerveau, c'est que c'est utilisé pour le blanchiment, la criminalité, etc. Donc, quand il n'y a pas de culture crypto, il ne peut pas y avoir d'écosystème crypto. Les endroits où la crypto a percé, c'est les endroits où il y avait des connaissances communes, où les gens savaient de quoi ils parlaient, savaient ce que c'était que le Bitcoin, comment ça fonctionne, etc. Cette culture s'était propagée. Exemple, le Salvador. Le Salvador, mais ils ont fait des fortunes grâce au Bitcoin. Et le Salvador est quand même un pays qui est sorti d'une criminalité majeure, avec un déficit majeur, pareil, le Salvador. Nayib Bukele, si demain il disait « Bonjour, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai obtenu 10 milliards de prêts du FMI », il se ferait lyncher par sa population, alors que le Salvador avait une économie comparable au Sénégal. Donc voilà les objectifs qu'il faut se fixer. Eh bien, Nayib Bukele, il a diffusé la culture. Donc maintenant, tous les Salvadoriens savent ce qu'est le Bitcoin, comment ça fonctionne. Donc il n'y a même plus un policier, parce que la culture, c'est là que c'est puissant. Un juge, un policier qui vient d'arrêter quelqu'un qui a fait du Bitcoin. Mais s'il sait comment ça marche, il ne va pas lui dire « mais le Bitcoin a baissé, donc tu es coupable ». Il ne va pas lui dire « mais tu es responsable du blanchiment ». Parce qu'il sait déjà. Il a une culture. Mais s'il n'y connaît rien, s'il n'a pas de culture, bah oui, il va faire un jugement idiot, un jugement débile. Donc on en revient au problème de la culture. Et la culture, on la transmet par la famille, par l'école, par les groupes d'amis, par les médias, par la distraction, les films, les vidéos TikTok, les shorts. Les shorts, ça propage les cultures très rapidement. C'est un outil très utile pour ça. Donc les podcasts, là vous êtes dans la guerre culturelle, dans le front culturel, la ligne de front culturel, les podcasts. Les gens les écoutent en faisant leur jogging sur la corniche et la culture se propage. Donc clairement, le Bitcoin est un avenir pour l'Afrique. Oui, absolument. Il n'y a même pas de question à se poser. L'Algérie, par exemple, si elle utilisait le gaz de Torcher, vous savez, quand on extrait du gaz, on doit le brûler quand il y a un trop-plein de gaz. Elle pourrait gagner 4 milliards de dollars par an. 4 milliards de dollars par an en minant du Bitcoin avec le gaz de Torcher. L'énergie solaire au Sénégal. Le Sénégal pourrait faire au minimum 150 millions en Bitcoin par an, avec minimum 150 millions. Sébastien Gouspillou, qui est un ami, un des grands leaders du minage de Bitcoin en France, mais il l'a fait en Éthiopie. L'Éthiopie revend son surplus d'électricité au Japon. Mais ça, c'est ce que le Bitcoin peut obtenir. Il n'y a aucun autre moyen qui fait qu'un barrage en Éthiopie peut vendre son excédent d'électricité à un pays à l'autre bout de la planète qui n'est pas connecté par un fil, par un câble. Il n'y a aucune ligne à haute tension qui connecte l'Éthiopie à Addis Abeba à Tokyo. Et pourtant, l'Éthiopie est en contact économique avec Tokyo parce que quand ils ont un surplus d'électricité, ils minent du Bitcoin et ils revendent le Bitcoin aux Japonais. L'Iran, mais ils minent du Bitcoin depuis quasiment 15 ans, 10 ans. Et l'Iran, les stablecoins et le Bitcoin les ont complètement aidés à contourner les sanctions et à pouvoir être autonomes, à être souverains. Est-ce que le Bitcoin vaut plus que l'euro? Évidemment. Surtout que l'Iran vient de demander maintenant que tous les pétroliers qui passeraient par le détroit d'Ormuz payent en Bitcoin plutôt qu'en USDT, justement, pour complètement contourner le dollar et mettre la fin au pétrodollar. Donc le Bhoutan, qui était un pays qui avait un PIB très inférieur au Sénégal, le Bhoutan a des réserves de Bitcoin considérables, a fait des fortunes en Bitcoin, des fortunes, parce que comme le Bhoutan est un pays de montagne, ils ont des barrages, et avec les excédents d'électricité du barrage, eh bien, ils peuvent miner du Bitcoin. Donc le Sénégal, avec le solaire, avec l'éolien, regardez le vent qu'il y a à Dakar, plusieurs mois par an, avec aussi le bioéthanol de l'industrie de la canne à sucre, pourrait miner du Bitcoin, bien entendu. Et ça lui ferait, et là il n'aurait plus besoin de demander de l'argent au FMI, parce qu'il aurait son fonds souverain en Bitcoin. Donc il y a toujours des solutions pour contourner le FMI. Parce que, mais de toute façon, encore une fois, moi si on me dit est-ce que tu dois contourner l'hôpital Idriss, je dis oui, je suis en bonne santé, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Il faut quand même rappeler aux gens que le FMI c'est un hôpital. Donc c'est pas une bonne chose d'aller à l'hôpital tous les jours. C'est pas une bonne chose, c'est pas un signe de bonne santé. Ouais. Donc si le Sénégal veut être en bonne santé, il faut qu'il ait comme objectif de plus retourner à l'hôpital, oui, dans 10 Ou bien si on te voit à l'hôpital, on sait aussi que tu es malade. Bah oui, voilà. Moi j'ai une dernière question sur les cryptos. Je pense que je sais que c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. La première vidéo d'Idriss que j'ai suivie sur les cryptos, je pense que c'est sur la H1. Exactement. Donc
Mais aujourd'hui, quand on parlait de Bitcoin, on parle de vraiment décentralisé. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, en regardant l'arrivée je parle plus de BlackRock, de Fidelity, toutes les institutions comme ça, mais même les États. Aujourd'hui, cherche à centraliser. Voilà. Est-ce que tu n'as pas peur que d'ici, d'ici 2140, etc., avant la fin. 2140, il y aura d'autres problèmes, évidemment, parce qu'on rappelle pour notre audience que 2140, c'est le moment où le dernier Bitcoin sera miné. Mais bon, c'est vrai que les menaces qui pèsent sur Bitcoin, c'est la centralisation et l'informatique quantique, mais on a souvent exagéré le risque quantique. Puis l'écosystème Bitcoin est de loin celui qui s'adapte le plus vite aux évolutions quantiques, de très loin, loin devant les banques, loin devant tous les autres écosystèmes. Aucun réseau ne s'adapte plus vite au risque quantique que le réseau Bitcoin. Donc, enfin, financier, bien sûr, je ne sais pas pour des réseaux sociaux ou autres, mais aucun réseau financier ne s'adapte plus vite au quantique. Donc, pour moi, le quantique est un problème secondaire pour le Bitcoin parce qu'il s'adapte très vite, beaucoup plus vite que la recherche. Mais le vrai gros risque, c'est en effet la centralisation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'Iran qui va l'adopter, etc., Bitcoin va être encore plus décentralisé. Mais il y a eu des moments où c'était risqué. Par exemple, il y a eu des moments où les États-Unis auraient pu obtenir la moitié du réseau. Bitcoin, ça aurait pu arriver. Il y avait tellement de mineurs aux États-Unis et il y avait tellement peu de mineurs dans les autres pays que, surtout que là, on a Elon Musk qui veut faire Terafab. Alors, Terafab, c'est pas pour miner du Bitcoin, mais s'il montre qu'il est capable de faire les moyens qu'il veut. Donc Terafab, c'est une usine de fabrication de semi-conducteurs de puces électroniques qui s'appelle Terra, donc 1000 gigafactory. Elle fera 3 fois la taille de Central Park. Et si, en effet, un pays mettait en place l'équivalent de Terafab pour faire des mineurs, ce pays pourrait dominer le réseau Bitcoin. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, et c'est faisable. Alors, j'avais dit à l'époque, il y a plus d'1 an, j'avais dit que c'était faisable. On avait eu une longue discussion avec Sébastien Gouspillot. Évidemment, tout le monde a dit non, t'exagères, Idriss, parce que t'imagines la taille de l'usine, il faudrait qu'elle fasse 3 fois Central Park. Bah voilà, ça tombe bien. Elon Musk veut faire mais bon, Elon Musk, il n'y en a pas beaucoup, et pour le coup, il veut le faire pour les satellites, pas pour miner du Bitcoin. Et a priori, l'administration Trump n'a pas la moindre chance de faire ça à l'avenir. Donc, si on rajoute que maintenant les BRICS vont peser de plus en plus dans le Bitcoin, on voit plutôt une tendance à le décentraliser. Donc, je pense que ça continue à être une très bonne nouvelle pour la stabilité du réseau. Moi, j'ai une dernière question sur le sujet parce que moi, le Bitcoin m'intéresse beaucoup. C'est est-ce que selon vous, la force de Bitcoin, ce n'est pas le fait qu'on ne connaît pas Satoshi? Parce qu'aujourd'hui, moi, en regardant beaucoup de cypherpunk qui ont essayé de créer des Bitcoins, comme Douglas Jackson qui avec les BitGold, Eagle, je pense, Nick Szabo avec BitGold. Voilà, toutes ces personnes. Pourquoi leur système n'est pas abouti? Est-ce que c'est pas parce qu'on leur connaît physiquement? Parce que c'est intuitu personnel et il fallait pas. La force de Satoshi, c'est d'avoir disparu. Alors on pense donc là en ce moment il y a un vrai débat quand on enregistre ce podcast. Il y a le gros débat sur qui était Satoshi. Certains disent que c'est Adam Back, c'est ce qu'avait dit John McAfee. Non, il y a aucune chance que ce soit Adam Back. C'était un suspect, je le reconnais, mais il y a aucune chance. Pour moi, s'il y a un suspect, parce qu'on peut aussi se demander si c'était pas plusieurs personnes, évidemment. Comme il y a eu par exemple Bourbaki pour les mathématiques, c'était plusieurs personnes qui ont utilisé ce pseudonyme. Donc il y a eu au moins une 50aine de personnes qui se sont fait appeler Bourbaki et qui ont signé Bourbaki dans l'histoire des mathématiques françaises. Peut-être que Satoshi, c'était plusieurs personnes. Mais pour moi, la meilleure probabilité, c'est qu'il soit mort. Parce que personne ne peut faire x1 million sur son portefeuille sans vendre. C'est pas possible. Même le Dalai Lama, il ne peut pas faire ça. Donc, et ça ne peut être qu'un mort. Et pour moi, donc, ça rend là, comme seul suspect Al Finney. Qui est pour moi le plus probable pour être Satoshi. Al Finney, c'est lui qui a fait première transaction de Bitcoin avec Satoshi. C'est le premier. Et puis, son nom écrit en lettres, en alphabet latin. Si on essaie de faire une transcription japonaise, enfin, si on essaie de faire les caractères japonais qui ressemblent le plus aux caractères latins, ça donne Satoshi Nakamoto en japonais. Donc bon, c'est une des raisons qui fait que le folklore pense que c'est Al Finney. Mais vous avez raison, le fait qu'on ne sache pas qui c'est, par rapport à Ethereum, par exemple, qui n'a fait que perdre sa valeur depuis 5 ans, parce que Ethereum, c'est Vitalik Buterin, pas que lui, mais bon, puis Vitalik Buterin, il a fait des déclarations un peu stupides, c'est comme tous les humains, il peut dire des bêtises, donc le fait qu'on ne sache pas qui est Satoshi, c'est ce qui fait que le Bitcoin est vraiment, vraiment beaucoup mieux, et puis de toute façon, comme architecture, le Bitcoin, c'est ce qui se fait de mieux. Il y a Monero aussi qui est vraiment très bien, mais comme architecture, le Bitcoin, c'est ce qui se fait de mieux, parce que comme il a autant d'utilisateurs, si Monero n'a pas autant d'utilisateurs que Bitcoin. Donc Monero est mieux d'un point de vue confidentialité, mais a beaucoup moins d'utilisateurs. Et une des forces du réseau Bitcoin, c'est son nombre d'utilisateurs. Donc c'est selon moi ce qui fait que c'est de très loin la meilleure crypto-monnaie, bien sûr. Donc, vous pensez que Bitcoin, c'est quelque chose qui va rester sur le temps? C'est pas encore quelque chose qui va... C'est la crypto-monnaie qui résiste le mieux au temps. Sans aucune question. Il n'existe aucune crypto-monnaie qui passe le mieux l'épreuve du temps que le Bitcoin.
Et d'ailleurs, on voit les pauvres petits influenceurs, quand ils sont les jeunes influenceurs qui voient simplement un cycle, qui ont eu dans leur expérience qu'un seul cycle. Ils appelaient certains coins les dino coins. Parce que pour eux, il fallait investir dans le nouveau truc qui venait de sortir. Et c'est pas du tout ça, l'esprit crypto. Dans l'esprit crypto, il faut investir dans le vieux truc qui a survécu. Le vieux truc qui a beaucoup survécu, comme le Monero, comme le Bitcoin qui reste le roi, ou comme à la limite le Litecoin, c'est beaucoup plus porteur que le dernier machin qui vient de sortir. Donc, en réalité, les cryptos doivent utiliser ce qu'on appelle l'effet Lindy, c'est-à-dire si vous avez beaucoup survécu, vous avez plus de chances de survivre. Et l'effet Lindy, moi, évidemment, étant un maximaliste, je ne considère que les crypto-monnaies qui passent l'effet Lindy. Et aussi le fait qu'il a un supply limité de 21 millions aussi. Monero aussi, Litecoin aussi, donc c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais c'est nécessaire, je suis d'accord. Par exemple, l'Ethereum, j'aime pas du tout pour cette raison, parce qu'on peut réimprimer de l'Ethereum quand on veut. Alors, ils disent oui, non, on peut pas. Non, si, vous pouvez en fait. Et donc, c'est pour ça que je préfère largement Bitcoin. Top. Donc, c'est très intéressant. Satoshi Nakamoto, comme il est mort, je pense que les soufis le disent, quand on meurt, on perd son ego. Voilà. Et on n'est pas très attaqué. La conférence, ouais. Ça, c'est typiquement du Idrissa Berkane, ça. Ok, donc on entre sur une partie que moi j'aime beaucoup. Amadou, c'est qu'il est très connu en Afrique comme étant un des pionniers de la crypto-monnaie, avec une histoire de quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Malheureusement, c'est que l'école aurait dit, c'est ce que je disais pour la loupe, c'est l'école aurait dit, attends, avant de te concentrer sur la crypto qui a l'air de t'intéresser, tu vas d'abord faire un peu ça, puis quand tu auras 30 ans, tu vas commencer à t'intéresser à ça. Donc, malheureusement, c'est ça qui est stupide, et à la fin, on le paye en PIB, en produit intérieur brut, on paye le fait d'avoir dit aux enfants, fais un peu ça. Non, si on veut faire du produit intérieur brut, si la question c'est avoir un gros PIB, il faut dire aux enfants, trouve le truc que tu as envie de faire pendant 10 ans. Trouve-le le plus tôt possible. Parce que Mozart, en termes de PIB, au passage, c'est pas mal. La propriété intellectuelle, évidemment, elle n'existe plus aujourd'hui. Mais la valeur de sa musique est inestimable. Et aujourd'hui, bien sûr, un enfant qui se serait libre, on voit, que ce soit Bad Bunny ou d'autres, des gens qui ont commencé très tôt, on voit la valeur, c'est des milliards que dégagent les écoutes de leur audience. Donc, un pays qui veut générer du produit intérieur brut, il doit vraiment se fixer d'exposer les enfants à leur passion, de les mettre en relation avec leur passion le plus tôt possible. Top. Et d'ailleurs, je pense que là, Idriss, ma question est anticipée, mais je vais quand même revenir dessus. Moi, sur mes réseaux sociaux, je ne publie que des séminaires. Je ne fais que des séminaires d'1 heure de temps régulièrement. Et j'aime à dire que c'est vraiment de l'économie de la connaissance, vu que je m'inspire beaucoup de tes confs. Donc, en gros, je veux qu'on entre un peu dans l'économie de la connaissance, vu que c'est vraiment par rapport à ça que c'est là. On en parle depuis le début. On en parle depuis. On a parlé des problèmes, solutions, distribution, c'est de la connaissance. On a parlé de l'IA, c'est de la connaissance aussi. Exactement. Donc, on arrive, si c'est pour faire la relation avec ce qu'on vit en Afrique, les pays africains, tu l'as souligné tout à l'heure, comme le Congo, ils sont riches en ressources naturelles, mais on sait effectivement que ces pays-là sont pauvres. Du coup, on est riche et on est pauvre. Donc, il y a ces gaps-là entre nos richesses, nos ressources naturelles et la pauvreté qu'on a, c'est la connaissance. Et tu le développes beaucoup. Est-ce que on peut te donner 10 minutes comme ça pour que tu reviennes? Et spécifiquement le cas de l'Afrique avec le cas du Congo, l'Afrique du Sud ou le Congo, et même en fait la Suisse aujourd'hui gagne plus sur l'or. La Suisse n'a pas de mine d'or, mais elle gagne plus sur l'or que l'Afrique du Sud. Ceux qui possèdent l'or. Eh oui, parce qu'elle met la valeur ajoutée immatérielle. Elle met la confiance. Elle met la connaissance. Les valeurs immatérielles. Oui. Donc même un truc aussi, parce que je dis, quand on rajoute de la connaissance sur une ressource, on augmente sa valeur. On augmente ça. Et on pourrait me dire, oui, mais par exemple, il y a des ressources qui sont tellement précieuses en soi, comme l'or et les diamants, que ça ne sert à rien de rajouter de la connaissance. Et pas du tout. Les Suisses gagnent plus d'argent sur l'or que toute l'Afrique. Les Suisses gagnent plus d'argent sur l'or chaque année que tout le continent africain. Parce qu'eux, ils rajoutent la confiance, la pureté, avec les fonderies suisses qui sont les meilleures du monde, et la fiabilité des transactions. Donc, ils gagnent plus d'argent en rajoutant de l'immatériel. Et ça c'est de l'immatériel. La confiance, c'est de l'immatériel. Même un mégot d'or, on peut lui rajouter de l'immatériel. Les diamants. Qui c'est qui gagne sur les diamants? C'est Van Cleef & Arpels, c'est la De Beers. Van Cleef & Arpels, je crois, qui appartient à la famille Richemont, enfin la famille d'Afrique du Sud qui contrôle Richemont. Qui gagne sur les diamants? La valeur ajoutée, ceux qui les taillent, ceux qui les négocient, ceux qui font le marketing. Les diamants, d'ailleurs, leur prix n'a fait que baisser.
Le prix de gros, les gens qui vendent les bagues continuent à gagner beaucoup d'argent, mais le prix de gros des diamants ne fait que baisser. Parce que le diamant n'est pas rare sur Terre, contrairement à ce qu'on croit. Il y a des pierres qui sont beaucoup plus rares, comme la tanzanite, comme la morganite, c'est ça, beaucoup plus rare que le diamant, ça. Eh bien, qui gagne de l'argent sur le diamant? Ceux qui les taillent, ceux qui les négocient, ceux qui font le marketing, etc. Donc, c'est celui qui met la valeur ajoutée qui, à la fin, gagne de l'argent. Et la valeur ajoutée, c'est la connaissance. Donc, le problème de l'Afrique, ce n'est pas de posséder le pétrole, c'est pas de posséder les diamants. Les Coréens gagnent plus d'argent sur le pétrole que le Gabon. Moi, je pense que lui-même, il l'a dit sur l'une de ses conférences en donnant l'exemple entre la Russie et la Corée du Sud. Ouais, la Corée du Sud. Je pense que ça, c'est, si vous expliquez, moi j'ai écouté sur la non, en fait, on voulait juste que ça vienne de vous parce que nous, on en parle, là, on vous suit, tout ce que vous dites, on relaie ça. C'est pas compliqué. La Russie a plein de ressources naturelles, donc pétrole, gaz naturel, bauxite, strontium, uranium, aluminium, mannequin. Et en fait, ils exportent moins que la Corée du Sud. La Corée du Sud, ils ont rien. Ils ont pas de matières premières. Toutes les matières premières de la péninsule coréenne sont au nord. C'est le graphite, etc. C'est le nord qui les a. Donc la Corée du Sud, elle n'a pas de matières premières, elle exporte plus que la Russie. Qu'est-ce qu'elle exporte? Des téléphones, des mémoires flash, des logiciels, des réseaux sociaux avec Kakao Talk, etc. Donc la Corée du Sud, en fait, des voitures, bien sûr, des voitures, des médicaments. C'est les premiers fabricants de bateaux au monde. Ils font des excellents moteurs de bateaux aussi. Ils font des moteurs, le cylindre est tellement grand que je peux me tenir dans le cylindre et pourtant il est précis au micron près. Donc la connaissance rapporte toujours plus. Un baril de connaissance, ça rapporte beaucoup plus qu'un baril de pétrole. La Corée du Sud gagne plus sur la vente de pétrole que le Gabon. Le Gabon a des ressources pétrolières. Le Gabon gagne moins d'argent sur le pétrole que la Corée. Pourtant, la Corée n'a pas de pétrole, mais ils ont les meilleures raffineries. C'est exactement ce que je disais pour les diamants. Celui qui taille et qui market le diamant, c'est lui qui gagne de l'argent dessus. Les Coréens ont des raffineries pétrolières qui sont les meilleures au monde. Donc, ils gagnent plus d'argent sur le pétrole que le Gabon, qui a du pétrole, mais pas les raffineries du niveau de la Corée. Donc, ça montre bien que la connaissance, c'est ce qui raffine, c'est ce qui crée la valeur. Tous les appareils électroniques qui servent à faire ce podcast et la valeur ajoutée de ce podcast sur Spotify, c'est de la connaissance. Donc, et c'est ça, miner des puits de connaissances. Et la bonne nouvelle, c'est que pour sortir un baril de connaissances, on peut forer où on veut. Un baril de pétrole, il faut forer là où il y a le pétrole. La connaissance, elle est partout. Elle est partout. On peut forer où on veut. Et avec l'intelligence artificielle, on peut forer encore plus, parce que demain, on peut faire des brevets avec l'intelligence artificielle. Il y a des intelligences artificielles qui peuvent déposer des brevets. Il y a des intelligences artificielles qui peuvent faire des démonstrations mathématiques. Par exemple, Mistral vient de sortir des modèles qui utilisent ce qu'on appelle Lean. Lean, c'est le langage de programmation pour démontrer un théorème mathématique. Quand un théorème est démontré en Lean, il est vrai. Quand il compile en Lean, il est vrai, il est vérifié. C'est mieux que de publier dans un journal de mathématiques. Eh bien, Mistral, donc la société française d'intelligence artificielle, vient de sortir un modèle qui s'appelle Leanstral, où un petit ordinateur résout des théorèmes. Et les théorèmes, ça vaut beaucoup d'argent. Si on résout un théorème sur la compression, dernièrement, les Chinois ont trouvé un théorème pour ce qu'on appelle le pathfinding, donc trouver son chemin. Et bien là, ça vaut des centaines de milliards, ce qu'ils ont fait. Depuis les années 50, on n'avait pas trouvé de meilleur algorithme de pathfinding que l'algorithme de Dijkstra. Ça s'écrit Dijkstra. Et l'algorithme de Dijkstra, c'est celui qui est utilisé sur Google Maps, c'est celui on lui rajoute des trucs, des fois Dijkstra plus Stigmergy, donc j'en ai expliqué ça, copier les fourmilières, ok. Mais trouver le chemin le plus court, vous voyez les embouteillages de Dakar, etc., c'est super important. Et pour les Chinois, c'est des milliards par an d'améliorer les algorithmes de pathfinding pour la logistique, pour la poste, pour les taxis autonomes, etc. Et bien les Chinois ont trouvé un meilleur algorithme que l'algorithme de Dijkstra. Ça faisait 70 ans qu'on cherchait. Et ils l'ont trouvé avec l'intelligence artificielle. Entre autres, des chercheurs, mais aussi l'IA. Donc, un petit ordinateur bien paramétré, à qui on a bien expliqué ce qu'on cherchait, qu'on a bien guidé. C'est là que l'homme joue un rôle. L'homme guide. Et c'est ce que dit Andrej Karpathy, qui est l'inventeur du terme de vibe coding, qui était l'ancien patron de l'intelligence artificielle chez Tesla, qui a été chez OpenAI aussi. Et Karpathy dit bientôt, c'est les idées qui vont compter. Vous allez dire à l'IA, c'est la pureté de vos idées. Quand vous aurez les idées claires, quand vous aurez une idée précise et pointue, vous la donnez à votre ordinateur sur lequel vous avez installé une IA en local, et elle va trouver la solution à partir de vos idées. Et bien ça vaut des milliards. Le Sénégal qui ferait ça avec sa jeunesse, il pourrait vendre des solutions qui valent des centaines de milliards, les exporter, parce que c'est des barils de connaissances. Donc ça veut dire que demain, un Sénégalais de 15 ans, avec un ordinateur de $300, mais une clarté intellectuelle, clarté, la limpidité, pas « t'as fait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça ». Non, clarté, focus. C'est ce que disait Steve Jobs, la capacité à dire non, c'est la meilleure mesure du focus, de la concentration. Donc dire « je veux pas apprendre ça, je veux pas apprendre ça, je veux pas… » c'est ça que je veux apprendre. La capacité à dire non.
Steve Jobs disait, oui, on nous a dit pourquoi vous ne faites pas de l'électroménager. C'est un très gros marché. Non, on se concentre. Pourquoi vous ne faites pas ci? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas une voiture? Steve Jobs, il ne voulait pas faire de voiture. C'est après sa mort qu'ils ont voulu en faire et ils ont abandonné le projet parce qu'ils n'étaient pas compétitifs. Donc Steve Jobs disait, la meilleure mesure de votre niveau de concentration, c'est combien de fois vous dites non par jour. Eh bien, un jeune Sénégalais qui aurait appris à beaucoup dire non et à se concentrer que sur un truc précis, qui aurait sa petite machine à $300 avec une clarté de vision de ce qu'il veut avec, c'est comme s'il avait un puits de pétrole. Comme ce que Justin a dit, hein, toujours dans le même, sur la même question, vous l'avez beaucoup développé sur beaucoup de vos interventions, la différence entre le hardware et le software. Ouais. Ça revient sur la même chose, mais en l'expliquant vous-même, ça va être... C'est beaucoup plus clair. Les gens vont apprendre la différence. De toute façon, là, c'est pas très compliqué. La société Anthropic, donc qui fait Claude, qui fait l'IA Claude, elle vaut 10 fois le PIB sénégalais. 10 fois. C'est une société. Alors, il faut que je vérifie si le PIB sénégalais, c'est 30 milliards aujourd'hui. Je vais vérifier ça tout de suite. Hein. Donc, voilà. Sénégal GDP, c'est parti. 34. Voilà. Donc, le PIB sénégalais en 2025, pardon, c'est 34 milliards de dollars. Anthropic vaut 10 fois. Et comme je disais, Anduril vaut le PIB sénégalais. Il va autour de 30. La dernière fois que j'ai vérifié, il valait 30, mais ça évolue tellement vite qu'il se peut qu'il vaille déjà 40. Donc bon. Anduril, ils font du hardware. Anthropic, ils font du software. Ils valent 10 fois le PIB sénégalais. Anthropic, ils font de l'intelligence artificielle. Ils font du software. C'est le code informatique qu'ils ont qui vaut de l'argent. C'est pas les machines qu'ils ont. C'est le code. Le code que Anthropic a écrit représente 10 fois le produit intérieur brut sénégalais. Voilà, si vous voulez expliquer à quoi ça sert le logiciel. Et qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi le Sénégal n'en est pas là? Un seul truc, la confiance. Les gens n'ont pas confiance en eux. Ouais. Si on allait voir demain Ousmane Sonko et Diomaye Faye, on leur disait vous savez, un jour, peut-être, un jeune Sénégalais pourrait créer le prochain entreprise. Je ne crois pas au Père Noël, c'est bon. On n'a pas encore ce niveau. On n'est pas encore... On sait qu'un des gros problèmes de l'Afrique, c'est la confiance en elle. Il y a eu les vrais leaders qui voulaient créer la confiance en elle en Afrique, on les a assassinés. Sankara, Lumumba, etc. Et puis il y a eu les idiots. Désolé, on doit pas dire de mal des morts, mais il y a eu les idiots. On utilise ces termes. Par exemple, la Centrafrique. Il y a Bokassa. Bokassa, voilà. Oui. Ça, c'est les idiots. Bokassa, donner confiance à l'Afrique, je vais me faire couronner comme Napoléon. Ça, c'est l'idiotie, ça. Pour donner confiance à l'Afrique, je vais me donner un titre d'empereur napoléonien, je vais acheter un carrosse fabriqué en France, c'est ce qu'il a fait, hein. Je vais prendre des chevaux que j'achète en France aussi, et je vais me couronner moi-même comme Napoléon, c'est ça qui va... Non. N'importe qui s'y connaît en psychologie, c'est que quand on fait ça, on a un complexe d'infériorité. Ouais, ça c'est un complexe d'infériorité. Là, tu mets en scène le fait que au fond de toi... Tu crois même pas en vous. Tu crois, exactement. Au fond de toi, tu penses que tu es inférieur. Alors que quelqu'un qui s'habille humblement, qui vit humblement, etc., qui tape pas dans la caisse, ça, c'est un type qui peut faire peur. Ça, c'est un type qui montre qu'il a confiance en lui. Quelqu'un qui va essayer de vivre vraiment comme un stoïcien, ça, c'est quelqu'un qui respire la confiance en lui. Donc, le vrai problème, ce qui fait que l'Afrique n'est pas encore connectée à Anthropic, etc., la capacité à sortir des barils de connaissances, c'est 100% la confiance en elle. Et comment ça se change? Avec les études de cas. Les gens qui ont réussi. Quand on voit, la Silicon Valley, c'était ça. Au début, la Silicon Valley, c'était quoi? C'était pauvre. Et ça n'existait pas, la Silicon Valley. La Californie, c'était pauvre. Ils avaient eu la ruée vers l'or, mais ça les avait ruinés. C'est la phrase du roman de Blaise Cendrars, l'or m'a ruiné. La découverte de l'or en Californie, ça les a ruinés. Parce que ça a apporté la mafia, ça a apporté la corruption, la criminalité. L'or a ruiné la Californie. Bon. Qu'est-ce qui a rendu la Californie riche? La connaissance. Et comment ça? C'est comme un feu. On ne peut pas allumer une bûche directement. Il faut d'abord un briquet, du papier journal, un peu de petit bois. Et bien ça, c'est les exemples à suivre. Les gens qui ont réussi, il faut les montrer dans les écoles. Et il faut que l'école dise, c'est ça l'exemple à suivre. Passe 10 ans, la loupe, allume le feu. Les gars, il faut bien écouter. Ça, c'est le vrai problème. Idriss est en train de toucher vraiment le vrai problème de l'Afrique.
Malheureusement, c'est pas que l'Afrique. En France, on a le même problème aussi. Les gens qui ont réussi, on les cite pas en exemple. Mon ami Asher Owen Simonin, on n'invite pas dans les écoles pour essayer de faire comme lui. Et de toute façon, on n'a pas orienté le programme éducatif pour essayer de faire émerger plus de gens comme lui. Exactement. Mais si l'école, elle est là pour épanouir les gens, les rendre libres et augmenter la production intérieure brute, dans ce cas-là, il faut qu'elle soit une sorte de pépinière, qu'on fasse pousser ces arbres. Et la confiance, elle ne marche que quand on est triangulé de gens qui ont réussi. Quand on voit, regardez, même au Sénégal, on allait sur les routes et puis on voyait des gens qui vendaient les mangues sur les routes. Alors, du coup, tout le monde s'est mis à faire ça. Bon, c'est pas un bon exemple parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire les mangues. Il faudrait faire les mangues séchées. Il y a des entrepreneurs qui ont fait ça, ils les vendent à Orly maintenant. Moi, quand je prends l'avion à Orly, il y a des entrepreneurs sénégalais qui me vendent les meilleures mangues séchées du monde. Ça, c'est des gens qui ont compris. Ça, c'est des gens intelligents. Mais déjà, ça montre qu'il y a un comportement grégaire. Quand on est entouré de gens, alors entouré, c'est pas forcément physiquement, c'est culturellement. On revient à la culture. Les podcasts, quand on a dans sa tête plein d'exemples qui ont réussi, notre cerveau, il change sa compréhension du réel. Il se dit, je peux le faire. Parce que le cerveau, avant d'entreprendre quelque chose, avant de commencer un projet, il se dit, quelles sont mes chances de succès ? Et s'il a écouté plein de podcasts qui lui montrent des cas précis de succès, il se dit, mes chances sont bonnes. Et la confiance en soi augmente. C'est exact. Quand l'Afrique aura confiance en elle-même, pas confiance superficielle comme Bokassa avec la couronne de Napoléon, quand l'Afrique aura profondément, à l'intérieur, confiance, parce que c'est ça aussi qui crée la corruption. D'où ça vient la corruption ? On dit par exemple, je vais lever 10 milliards du FMI. Pourquoi, dans la plupart des pays d'Afrique, ces 10 milliards, ils vont partir dans la poche de gens corrompus ? Parce que ces gens disent, mais ça sert à rien de l'investir. Mon pays, c'est un pays d'abrutis. Si jamais je mets l'argent dans le pays, je sais bien comment il va finir. Alors autant récupérer tout de suite de l'argent, autant récupérer pour moi, parce que je n'ai pas confiance en mon propre pays, je n'ai pas confiance en mon propre peuple. Je sais que c'est mon beau-frère qui va gérer cet argent, et mon beau-frère c'est un escroc, je le connais, c'est mon beau-frère, alors je vais certainement pas imaginer que cet argent puisse servir à mon pays. Comment Singapour est devenu riche ? Mais Lee Kuan Yew, il a dit, au début tout le monde était corrompu à Singapour. Tout le monde, c'était la mafia à Singapour, le trafic de drogue. C'était un pays corrompu dans tous les sens. Et Lee Kuan Yew, le grand leader de Singapour, il a dit, la première chose que j'ai dû faire, c'est de faire en sorte que les gens aient confiance en l'avenir que je leur présentais. Qu'ils ne se disent pas quand on va lever de l'argent, et ils ont utilisé de l'argent du FMI à l'époque, mais dans le but de ne plus jamais y retourner, évidemment. Eh bien, il a dit, j'ai dû d'abord leur montrer que l'avenir que je leur présentais était mieux que d'essayer de gratter un petit billet dans la rue comme ça. Ce qu'a fait Singapour, c'est exactement ce que l'Afrique doit faire. Parce qu'ils étaient au même niveau de développement, ils étaient au même niveau de corruption, ils étaient au même niveau de dépendance économique. Singapour n'avait aucune ressource naturelle, bien sûr, aucune. Leur seul avantage, c'était le détroit. Et maintenant, c'est pas du tout ça qui les a rendus riches. C'est la confiance, le logiciel, l'innovation, l'éducation. Ils ont le meilleur système éducatif au monde, Singapour. C'est très intéressant. En tout cas, moi et Justin, je remercie Ciao déjà et vous pour votre arrivée. Merci. Nous, le travail qu'on est en train de faire avec nos maigres moyens, c'est d'essayer d'implanter cette culture que vous êtes en train de prôner chez les Africains, c'est les Sénégalais. C'est pourquoi on a créé ce podcast. L'objectif, c'est on a intitulé le podcast le menu du jour. Le menu du jour, ça veut dire qu'il y a toujours, et inspiré de vous, parce que c'est vous qu'on a entendu dire la gastronomie de la connaissance, l'économie de la connaissance, tout ce qui voilà, tourne on dit que nous, et on s'est discuté avec Justin, on a observé quelque chose. Exemple, je donne un exemple, on n'est rien contre qui que ce soit, mais on est au Sénégal. Canal+ est venu pour acheter des programmes ici. Mais les programmes qu'ils préfèrent acheter, c'est les séries télévisées qui parlent que de, entre guillemets, la sexualité, comment tromper ton mari, comment ton mari t'a trompé. Comment être maîtresse de nos mariés. De ça. Il met des milliards sur ça, jusqu'à toute la population, la jeunesse, mes petites sœurs, mes petits frères, pensent que c'est ça la voie pour réussir. Canal+ est revenu encore. Ouais. Au lieu d'injecter encore des milliards sur autre chose, je n'ai rien contre, mais ils sont injectés à aujourd'hui commencer à acheter les programmes de lutte. Je ne sais pas, est-ce que tu connais la lutte sénégalaise, tout ça. Ils mettent des milliards aussi pour diviser partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Toute la jeunesse dit que, ok, il faut que je devienne lutteur. Et là, le problème en est que tout le monde n'est pas le même pouvoir d'achat. Comme vous l'avez dit, dans l'économie de la connaissance, tout le monde a le même pouvoir d'achat. Il suffit juste de donner le temps et l'attention pour avoir. Et là-bas, c'est pas le cas. Nous, on s'est dit que on n'a pas les moyens. Ciao pour être témoin. Ces arts d'activité, quand on le fait dans le pays,
vous êtes moins suivi, c'est vrai, mais on dit que voilà, on a la minorité, comme vous l'avez dit, pour allumer, on a besoin d'une d'eau, voilà, un briquet, un petit truc pour allumer, peut-être avec le temps, ça va prendre. Et les activités, c'est pas nous, on a organisé une dizaine de conférences, on a amené ici beaucoup de grands leaders, comme Coach Simon Ouedraogo, Oussama Amar doit venir à Dakar le 27 juin. C'est pourquoi quand on a entendu Thiaw dire que il y a Idriss, nous, on dit que tout ce qu'on peut faire, on le fait parce que on prône vraiment ça. Et je pense qu'on pourrait passer toute la journée nous-mêmes. Juste un commentaire sur ce que vous venez de dire sur les séries télévisées, etc. En Chine, là, dernièrement, il y a une influenceuse sur X. Alors, X est interdit en Chine, mais c'est une influenceuse chinoise qui parlait sur X depuis la Californie. Elle montrait le cas d'une fille, une petite fille en Chine qui a 7-8 ans, qui a gagné une compétition de réparation de microprocesseurs. Donc, à 7-8 ans, pareil, moi, si je disais ça en France, on me dirait, mais t'es fou, c'est les techniciens qui font. Elle a 7-8 ans et elle a sa loupe et elle répare un microprocesseur. Et là, l'influenceuse chinoise a dit, voilà ce que la Chine fait pendant que vous êtes sur OnlyFans. Ah, ça fait très mal. Mais OnlyFans est interdit en Chine. Donc, il y a des moments où, en effet, il faut... En plus, OnlyFans, il se trouve que c'est le plus gros donateur de l'IPAC. Donc, c'est assez magnifique. Mais... à un moment donné, il faut se poser la question, en effet, des priorités nationales. Qu'est-ce qu'on veut, quelle culture on veut transmettre aux enfants? Oui, quelle culture on veut transmettre à la génération suivante? Tout est bien dans des questions de proportion. Ça ne me dérange pas qu'il y ait un peu de vaudeville, etc. Mais c'est une question de proportion. C'est quelle place ça prend dans votre vie. Exactement. Est-ce que c'est devenu le centre de votre attention ou est-ce que c'est la périphérie de votre attention? Si la périphérie de l'attention, parce que la lutte sénégalaise, c'est bien, c'est culturellement intéressant, si ce n'est pas le centre absolu du Sénégal, c'est très bien. Ça commence à le devenir. Les moines Shaolin, pour les Chinois, c'est pas le centre absolu de leur culture. Ils en sont conscients. Si ça doit arriver à des périodes, dans des pays entiers, ça doit arriver à des périodes où on décrète des fériés, où le pays s'arrête. Pour ces heures d'activité. C'est là qu'il y a un déséquilibre. Ouais, il y a un journaliste qui a écrit un livre très intéressant qu'on a lu, qui s'appelle Cheikh Yérim Seck, je pense. À l'époque, il avait écrit un livre qui s'appelle Les boulots qui étranglent le Sénégal. Et la lutte faisait partie vraiment. Parce que ça brasse énormément d'argent. Voilà. Ça ramène beaucoup d'argent. Puis en plus, la lutte, c'est comme tous les événements sportifs, ça permet aussi le trucage des combats, etc. Donc la mafia s'est toujours intéressée aux événements sportifs de type boxe, par exemple, parce que ça rapporte de très très grandes fortunes. Donc le MMA aussi. Il y avait eu des soupçons de match fixing sur le combat, bien sûr, Tyson-Jake Paul, qui a rapporté énormément d'argent. Il y avait eu d'autres soupçons sur d'autres choses. Donc oui, c'est là qu'on voit que l'excès doit être... Je sais que par exemple, Singapour avait une tradition d'habiller des arts martiaux à Singapour, et les arts martiaux en Indonésie aussi, il y en a en Malaisie. Mais ils ne vont pas tout miser là-dessus. Ouais. Donc, c'est toujours une question de quelle est la proportion. Est-ce que vous considérez, parce que oui, c'est un patrimoine sénégalais, indubitablement, mais si jamais l'argent plonge là-dedans, ça va le corrompre. Ça va le corrompre parce que vous aurez des paris truqués, vous aurez des mafias qui vont utiliser les événements sportifs pour blanchir de l'argent, comme ça a toujours été fait. Et moi, j'adore la boxe, par exemple. Et c'est marrant parce que tu ressembles énormément à Larry Holmes, qui est deux champions. Tu ressembles un peu à Joe Frazier et tu ressembles... Joe Frazier, je le connais quand même. C'est vrai. Hein. Non, c'est de toi que j'ai découvert Joe Frazier. J'ai vu où tu as fait l'histoire de la boxe. Grand fan de Joe Frazier, oui, dans ce derrière, tu as fait l'histoire de la boxe. Joe Frazier est donc deux champions, Larry Holmes et Joe Frazier. Et vous ressemblez beaucoup, tu ressembles beaucoup à Larry Holmes et tu ressembles beaucoup à Joe Frazier, vraiment. Mais je vais aller sexy. Donc voilà, mais effectivement, comme je connais l'histoire de la boxe poids lourd, c'est une de mes passions. Bah oui, je sais que l'argent a toujours corrompu cette industrie en faisant une industrie in the first place. Et donc oui, voilà mon commentaire sur. En tout cas, moi j'ai une ou bien tu. Non, moi je voulais juste te demander une dernière chose, c'est-à-dire que est-ce qu'un État qui veut se construire, un État jeune, qui veut se construire, est-ce qu'il doit avoir vraiment souvent le courage d'interdire pour dire que avant de jouer, on doit travailler d'abord, comme disait John C. Maxwell. Donc, avoir le courage de, je dirais pas interdire, mais vraiment limiter beaucoup de choses. Ça aussi, c'est une question de culture. C'est-à-dire que chaque peuple a une façon de le mettre en mouvement. Pour le cas de Singapour, Lee Kuan Yew avait affaire à des peuples asiatiques assez diversifiés. Il a fait des choix qui étaient risqués, mais qui étaient basés sur les interdictions, et qui ont fonctionné. Pour décider, quand un État décide d'avoir une orientation un peu autoritaire ou complètement autoritaire pendant une certaine période, il doit impérativement connaître son peuple, savoir à quoi il réagit,
qu'est-ce qui fait réagir mon peuple? Qu'est-ce qui est de nature? Par exemple, il y a des interdictions qui ont consisté en un sevrage. Singapour avait d'énormes problèmes de drogue. C'était un lieu de piraterie pendant la guerre de l'opium. Donc Lee Kuan Yew, quand il est arrivé, peine de mort. Voilà. Tu te fais retrouver avec un tout petit peu d'opium, peine de mort. Moi, je suis contre la peine de mort personnellement, mais à Singapour, ça a fonctionné parce qu'ils avaient besoin d'un sevrage brutal. Sinon, ils ont vécu la guerre de l'opium, ils ont vécu... La Chine aussi, d'ailleurs, pour la drogue, a une tolérance zéro. Donc, Lee Kuan Yew, en tant que père de la nation singapourienne, connaissait très bien son peuple, connaissait très bien ses problèmes, ses maladies, ses vices et ses risques, et connaissait très bien ses besoins. Et là, comme une sorte de père de famille, il a décidé de dire, bon, là, ça va être... strict, voilà. Singapour pratique encore la peine de mort aujourd'hui, et il y a des châtiments corporels. Est-ce qu'on peut faire ça pour tous les peuples? La réponse est non. Non. Voilà, la réponse est non. Ça nécessite une connaissance, une compréhension parfaite. Il y a d'autres peuples... Sociologie, voilà. Psychologie. Et en fait, quand on voit l'histoire même de la christianisation de l'Europe, les Gaulois, par exemple, les Celtes, pratiquaient les sacrifices humains. Et il y a un sage, avant la religion chrétienne, la religion chrétienne a beaucoup apporté aux Celtes, et aux Francs ensuite, parce que les Francs avaient déjà dominé les Celtes, et ensuite les Francs se sont convertis. Mais il y a un sage, on ne sait pas qui c'est, qui a réussi subtilement, c'est ce dont je parle dans ma conférence, la subtilité. C'est un nom divin dans l'islam, il y a latif, le subtil. Parfois, la subtilité, c'est mieux. Et donc, il y a un sage, on ne connaît pas son nom, qui a réussi à convaincre les Celtes d'arrêter de sacrifier des humains pendant les mariages, des trucs comme ça, et de décapiter une amphore à la place. Donc, il a remplacé quelque chose, il avait soif de sang, et il a remplacé ça par une amphore, signe de richesse. Parce que pourquoi on sacrifiait des humains? Parce que c'est un esclave, ça coûtait très cher. Donc, on apportait un esclave, un bel esclave qui avait coûté très cher au chef gaulois, au chef celte, et on le décapitait, prisonnier mais esclave, payé, quoi. Et on le décapitait pour un mariage, pour attirer la faveur des dieux. Et donc, on sait juste qu'à partir d'un moment, on voit émerger une autre pratique où on prend une amphore de vin, qui coûte très cher, le vin, surtout pour les Celtes, parce qu'on ne savait pas produire du vin en Gaule à l'époque. Après, on va le produire à Narbonne et dans la vallée du Rhône. Enfin, j'ai oublié le nom de ces Gaulois, mais qui vont introduire qui vont être parmi les meilleurs dans la vallée du Rhône. Et les allobroges, voilà, on s'appelait les allobroges. Et c'était un signe de richesse. Ça satisfaisait toutes les pulsions barbares du chef celte sans tuer personne. Ça, c'est une autre méthode. Donc, et ça, c'est connaître. Un sage, il connaît son peuple. Et c'est ce que je vois dans les écrits que vous m'avez transmis, des grands sages que vous avez su produire au Sénégal. Vous avez Ahmadou Bamba, qui est le plus grand sage de l'histoire sénégalaise. Vous avez des sages comme ça, qui, si on les interroge, c'est ce qu'on dit, le pire des princes, le pire des sages est visiteur de princes, le meilleur des princes est visiteur de sages. Ousmane Sonko Diomaye Faye devrait rendre visite à vos sages. Pas les faire venir au palais présidentiel. Bon, il n'y a plus aucun président qui sait faire ça, honnêtement. Je ne connais plus aucun président qui a cette capacité. Peut-être les Bhoutanais, peut-être, mais je ne connais plus parce qu'on leur a appris, l'administration française leur a appris, mais non, le protocole, c'est toi qui est important. Donc, c'est à toi de faire venir le sage. Ne va pas t'humilier, non. Il faut aller. Un prince doit aller s'humilier protocolairement pour aller trouver les bons sages. Il y a des sages au Sénégal qui ont la réponse à cette question. Comment... Mais je prends les cas des Celtes parce que c'était un bon exemple. On a réussi à changer un comportement barbare sans l'interdire. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit « je fais une loi » parce qu'il n'y avait pas de loi chez toutes les tribus celtes. Donc, il y a un sage qui avait compris qu'il n'y avait pas une loi pour toutes les tribus gauloises de France, de Gaule, et qu'il fallait plutôt le diffuser culturellement. Et que, en faisant en sorte qu'un seul chef décapita une amphore plutôt qu'un humain, les autres allaient prendre exemple. Dire, mais t'as vu, il était prestigieux, ce chef, il a fait ça, je vais faire pareil. Et comme ça, les sacrifices humains ont disparu. Sans les interdire. Pourtant, les sacrifices humains, c'est le genre de truc qu'il faut interdire. C'est normalement, aujourd'hui, c'est le genre de truc, on ferait une loi. Mais à l'époque, la loi n'existait pas. Il y avait des lois dans chaque endroit, chaque petite région avait une loi. Donc, il y a un sage qui a trouvé une méthode. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, pour répondre à cette question, je ne sais pas si ce qui doit être interdit formellement au Sénégal, je ne connais pas assez
finement, subtilement le peuple sénégalais pour répondre à cette question. Pas qu'au Sénégal, mais bon, je pense que c'est très bien répondu. Hein. Bien sûr. C'était ta dernière question. Oui, c'est bon. Parce que le temps. Souvent, on fait 1 heure de temps, mais je sais que là, on a dépassé largement. Je confirme juste ce qu'il vient de dire. Je pense que l'enseignement par l'éducation peut marcher très bien au Sénégal parce que, comme il l'a dit, si aujourd'hui le calife des Mourides dirait, si Diomaye Faye s'entendait avec lui pour dire que la lutte, je donne un exemple, n'importe quoi, la lutte n'est pas quelque chose qui peut donner vraiment l'avenir qu'on veut pour le Sénégal. En étant subtil, en disant voilà. Si lui, il disait juste tout, lui, le calife de Mouride ou de Tidjane, sort pour dire que je n'apprécie pas. Oui, pas interdit, c'est... Parce que des fois, il faut être oblique. Voilà. C'est-à-dire, il faut détourner, par exemple, ce qu'a fait, encore une fois, le sage qu'on ne connaît pas dans l'histoire des Celtes. Il n'a pas dit j'interdis tout ça. Non. Il a dit je substitue par quelque chose. Même la boxe avant. La boxe, c'était à main nue. Et c'était très sanglant. Et puis, il y a eu le marquis de Queensberry qui a dit je vais juste mettre des règles. Et ça va rendre le truc plus intéressant. Je vais juste, c'est oblique. C'est pas forcément frontal. C'est pas le choc frontal. Je vois qu'il y a des bonnes choses. Ça, c'est ce que disent les musulmans. Normalement, il y a du bien et du mal dans toutes les choses. Par exemple, la question du vin dans l'islam. Les Européens ont su trouver du bien dans le vin parce que eux, ça leur permettait, avec les abbayes, de sortir de la valeur de la terre. Mais le vin en péninsule arabique, c'était la guerre, c'était les meurtres. Les premiers musulmans étaient de gros consommateurs d'alcool. Très gros consommateurs d'alcool. La raison pour laquelle la religion musulmane a dû être aussi directe sur la question de l'alcool, c'est que les premiers musulmans, ils buvaient du vin de date, et tout ce que le prophète, sur lui le salut et la paix, avait fait, se cassait dès qu'il y avait 2 types bourrés dans la même pièce. Ils s'insultaient. En gros, il s'est passé, c'est un événement qui est connu, qui est documenté, il est dans les hadiths. Donc le prophète passe sa vie à réconcilier les Médinois et les Mécois. C'est l'œuvre de sa vie. Et il y a un type qui est bourré, qui se met à faire des blagues sur les Médinois. Et l'autre veut le tuer. Parce que chez les Arabes, on rigole pas. Exactement. Bon, à partir de ce moment-là, il faut qu'on l'interdise. Voilà, bon, et il dit, c'est écrit, dans toutes les choses, il y a du bien et du mal, mais dans le vin, il y a plus de mal. Bon, parce qu'il a vu ça. Il a vu que les types ont sorti le couteau. C'est des bédouins, ils sont dans le désert, il fait 40 degrés, ils boivent un vin de date qui monte à la tête très vite. Bon, pour les chrétiens, on est dans la région de Bourgogne ou dans la région de Champagne, ils voient qu'ils ont une terre qui vaut rien. Ils voient qu'avec la patience, en méditant, parce que c'est les abbés, là c'est les chrétiens qui ont fait les grands vins français, ils voient qu'ils peuvent en faire une valeur incroyable qui va s'exporter, qui va créer de l'emploi, parce qu'en plus, la vigne, ça fait travailler toute l'année. C'est ça la force de la vigne, c'est qu'il y a du job toute l'année. Il n'y a que 1 mois, peut-être 2 mois par an, et encore, les 1 ou 2 mois par an où on ne peut pas travailler la vigne, on réfléchit à faire des meilleurs mélanges, par exemple, ça va donner le champagne, etc. Donc là, je peux dire, ayant grandi en France, que dans la tradition française du vin, il y a plus de bien que de mal. Après, ça peut changer, mais il y a plus de bien que de mal, parce qu'on voit la vertu. Quand on voit un moine, comment il travaille, on fait quand même, c'est impressionnant. Eux, ils ont trouvé, donc tout dépend des circonstances. Et ça nécessite la sagesse. Et ça nécessite la sagesse, et ça nécessite de comprendre, donc dans le cas de la lutte sénégalaise, il y a du bien et du mal. On voit toute la partie qui peut être corruptible. C'est les matchs truqués, l'argent roi, le blanchiment, etc. Voilà, on voit cette partie-là. Mais il y a du bien aussi. Il y a du bien aussi. La vertu. Donc, il faut qu'un sage trouve. Et quand? Alors, le moment, donc je donnais le cas du vin chez les Arabes, parce que là, il y a eu un cas précis où des gens se sont entretués et où tout l'héritage du prophète était menacé, juste parce que les types picolaient trop. Alors là, forcément, ils ont dit stop. Interdiction frontale, stop. Mais dans d'autres cas, il faut savoir naviguer, quoi. Et ça va être... Et ça, c'est comme ça qu'on sait si une nation est devenue mature. C'est quand une nation est capable de répondre à ces questions qu'elle est mûre. Quand une nation est capable de répondre à ce genre de questions, on sait qu'elle a atteint un niveau de maturité. Donc le test de maturité du Sénégal, c'est d'adresser ces problèmes et de trouver une solution intelligente. Singapour a montré qu'il était capable de le faire. Maintenant, la balle est dans votre camp. Top. C'est que je pense que ça, c'est ta dernière question. Ouais, moi, exactement. j'ai 2 dernières questions, mais ce ne sont pas des questions longues. C'est juste par, je pense, oui ou non. Ok. C'est juste par oui ou non. Ok. On va parler d'Afrique. Idriss, sur combien de temps, comme nous le savons que l'avenir du monde, c'est l'Afrique, sur combien de temps, parce que je sais que vous travaillez également trop sur tout ce qui est perspective, sur combien de temps vous pensez que l'Afrique peut vraiment être
ou bien un pays africain peut devenir la première puissance du monde? Alors, il n'y aura plus la question de première puissance du monde parce que d'ici là, les standards peuvent avoir changé. Il y aura vraiment des complémentarités, c'est-à-dire A a besoin de B, qui a besoin de C, on a besoin les uns des autres. Donc, dans le cerveau, par exemple, parce que le monde est destiné à devenir un cerveau, les peuples sont destinés à former un grand cerveau-monde. Dans le cerveau, il n'y a pas la première aire du monde. Ça, c'est une question qui ne se pose pas. On ne peut pas dire quelle est la première partie du cerveau. Ça n'existe pas. En tout cas, dans le cortex. Après, si on rentre dans le mésencéphale, c'est plus compliqué. Mais il n'y a pas vraiment dire quelle est la partie la plus importante. Non, j'ai besoin de mon cortex visuel, j'ai besoin de mon cortex auditif, j'ai besoin de mon nerf de Broca, j'ai besoin de mon nerf de Wernicke, j'ai besoin de chaque aire fait quelque chose. Ce téléphone, par exemple, on ne peut pas dire quelle est la partie la plus importante de son assemblage. Est-ce que c'est les brevets qui sont en Californie? Est-ce que c'est les usines qui sont à Shenzhen? Ce téléphone, pour le fabriquer, il nécessite des aires différentes. Le langage que j'utilise pour ce podcast, il est exactement assemblé comme ce téléphone. Il y a une région de mon cerveau qui va produire une partie du langage, il y a une région du cerveau qui va produire les idées, il y a une région, et toutes ces chaînes, en ayant une chaîne logistique dans le cerveau, eh bien, vont fournir le résultat final qui est ce podcast. Donc, que l'Afrique soit complètement nécessaire, pas seulement pour ses ressources, mais pour sa culture, pour sa sagesse, parce que au-delà de la culture, il y a la sagesse. C'est pour ça que je parlais, la lutte sénégalaise, c'est dans la culture. C'est vrai qu'on a le même problème avec la corrida en Espagne, c'est dans la culture aussi. Voilà. Eh bien, au-delà, c'est la sagesse. Permettre de déterminer quelle partie de la culture mérite encore d'être transmise au monde et quelle partie de la culture doit évoluer, c'est le sage qui peut répondre à cette question. Et la meilleure chose qu'un pays peut exporter, c'est sa sagesse. Alors, vous manquez pas de sages en Afrique, et en particulier au Sénégal. J'ai pu le constater, et la raison pour laquelle je connais même ce pays, c'est le Shir Ali Ndao, qui est un immense sage. Vous manquez vraiment pas de sages. Vous exportez peut-être pas assez votre sagesse, et vous l'appliquez peut-être pas assez dans votre propre pays, mais en tout cas, vous manquez vraiment pas de sages. Donc, si c'est une date, moi, clairement, je dirais 2050. C'est ce que je disais, le petit garçon que j'ai vu en entrant. Quand il aura la trentaine, là, on sera dans un moment où la place de l'Afrique dans le cerveau du monde sera évidente. La place de l'Asie dans le cerveau du monde, elle n'était pas évidente dans les années 50. La place de l'Asie dans le cerveau du monde, elle n'était pas évidente dans les années 30. Maintenant, elle est évidente. La place du Japon dans le cerveau du monde, la place de la Chine dans le cerveau du monde, la place de Taïwan dans le cerveau du monde, la place de Singapour, même du Vietnam dans le cerveau... C'est bon. Le cerveau monde, on sait absolument, l'ère asiatique, elle est en place. Le moment où l'ère Afrique sera en place, mon pronostic, c'est quelque part autour de 2050. Autour de 2050. Ça, c'est la dernière question. C'est vraiment également des questions de perspective. Idriss, vous avez animé beaucoup de conférences un peu partout dans plusieurs langues, sauf pas trop, déjà au Sénégal, mais pas trop. Et avant de venir effectivement faire cette vidéo, j'ai eu beaucoup de questions dans les commentaires que j'ai même pas pu poser parce que c'est allé vite et c'est on pourrait les prendre après ou dans un autre podcast après ma conférence. Oui, après peut-être la conférence parce que c'est qu'il le sait. Je pose beaucoup de questions mais à ces podcasts j'ai presque pas parlé parce que j'ai fait qu'écouter. Donc c'est les prochaines conférences en Afrique, Idriss. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent que vous veniez en Côte d'Ivoire, au Burkina. Je serais ravi. Donc, vraiment, est-ce que, je ne sais pas, vous avez prévu déjà dans vos programmes? Pour l'instant, non, mais maintenant, on va s'organiser pendant cette conférence et le tour et puis l'humanitaire que je vais faire à Richard Toll. Je veux bien revenir vraiment et je serais ravi qu'on fasse un tour de conférence. Oui. Top. Donc, les gars, vous avez la réponse. Idriss est d'accord. C'est un plaisir. Moi, je vais lui poser juste cette question en entendant tout ce qu'on a dit. Est-ce que vous êtes toujours convaincu de ça? 100%. Pourquoi vous ne serez jamais remplacé par l'IA? Et c'est ce que dit André Karpathy. En fait, je suis en train de concevoir une théorie là-dessus qui serait l'objet d'un de mes prochains livres. Donc, je ne vais pas dévoiler le sujet, mais je suis en train d'expliquer comment la relation homme-machine va être faite. Mais la raison pour laquelle on croyait qu'on allait être remplacé, c'est qu'on a réduit l'homme à ce que l'école mesurait, en fait. Et ce que l'école mesurait, Anthropique le fait mieux que nous, ça c'est clair. Claude le fait mieux que nous. Donc on croit, il y a ceux qui se disent tout l'humain se réduit à l'école. Et moi, comme j'avais écrit Libérer votre cerveau, je savais que c'était pas le cas. Donc ça a abouti au triomphe de votre intelligence qui dit vous ne serez pas remplacé par la machine parce que la vraie vie est différente de la vie notée. Donc l'IA va être meilleure dans la vie notée, mais pour la vraie vie, l'IA n'est pas encore du tout au niveau. Ok, donc merci beaucoup. Merci. Franchement, on n'a même pas fait les 0,01% de tout ce qu'on a prévu. Mais parce que chaque livre, moi j'ai fait une liste de questions par livre parce que moi personnellement, ce sont des documents. Idriss, tu peux le remarquer, c'est depuis je pense 2018.
Il date de 2015. Voilà, moi je l'ai 2018 que je lis, je le relis souvent et tous les autres d'ailleurs, pour vous dire qu'il y a tellement de choses qu'on aimerait échanger avec Idriss pour qu'il en parle encore plus. Mais je pense que ce qu'on a fait jusqu'à là, c'est déjà énorme. C'est énorme. Merci vraiment pour la disponibilité. Nous, les gens sont conscients et les gens savent qu'on vous prend comme référence dans toutes nos vidéos. On le dit dans toutes nos conférences. On vous affiche dans tout. Ce sont des livres qu'on présente à nos séminaires. Je suis très touché. Donc ça, tout le monde le sait. Même à la librairie 80, la directrice m'a appelé pour me dire que Justin, j'ai appris que ton mentor est à Dakar. J'ai dit oui, il est là. Est-ce que tu peux l'amener à la librairie ici? Et souvent, les livres partent là-bas parce qu'on les a recommandés. Non, c'est qu'à recommander libérer votre cerveau. Et on a vu que Justin a recommandé. Donc, franchement, vous avoir ici, pour nous, c'est un immense honneur. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans notre podcast. Et franchement, ce n'est que le début et nous allons amener à ce que vos idées soient encore propagées un peu plus en Afrique. On a besoin de ces idées, on a besoin de cette vision de voir le monde, on a besoin de changer beaucoup de choses en Afrique et franchement, nous sommes reconnaissants pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci, vraiment merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci.